et rédactionnels qui renouvellent leur engagement, vous agrémentez vos matinées jusqu'au vendredi de 7h à 9h chaque matin. Tout le plaisir est donc pour nous de vous retrouver. Il est vrai que Confucius a dit: aimez tout ce que vous faites et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Bienvenue dans la parenthèse de ce lundi qu'on ouvre avec Frido, notre humoriste web du pays, qu'on retrouve dans la minute de l'humoriste. Donc tu es là, on dit que tu es obsédé sexuel. Moi-même, je ne comprends pas. Moi, un gars normal comme ça, j'ai même fait 2 ans de prison. Tu as dit au secrétariat là-bas que tu as fait 2 ans de prison et puis t'as envoyé ici. Non. Moi, mais je me sens pas en sécurité avec toi. Regarde-moi, je suis une belle femme. Faut me regarder, je suis une belle femme. Si tu as fait 2 ans de prison, c'est chez les spécialistes, tu dois aller. C'est vrai que moi-même j'ai mon diplôme, mais c'est pas. Vraiment. Bon, on va faire le test de vérification. Tu as payé là-bas, c'est tout tarif pour les prisonniers. D'accord. Voilà. Trouvez-moi des solutions. On va te faire le test d'observation visuelle. Tu as regardé ce tableau, tu vas me dire ce que tu vois. C'est la consultation. Tu vois quoi? Je vois 2 filles dans le gazon. Hein? Elles sont même nues. Faut bien regarder. Avec de gros seins. Là, j'aime les tableaux comme ça. Vous avez trouvé ça où? Toi, tu es un obsédé sexuel pro-masse. Non, tu fais quoi? Tu es en train de regarder le tableau. Sécurité, sors de mon cabinet. Sors de mon... Tu as appelé la police maintenant. Non, mais vous voulez me tuer? Au suivant. Bon, tu es venu pour pleurer ou bien tu veux parler? Je ne comprends pas. Voilà le chapeau même qui est sur ta tête. Tu viens en consultation, tu prends chapeau, c'est quoi? Désolé. Faut parler. Je ne sais pas pourquoi ma femme m'a quitté. Non, c'est Goumé qui a alourdi ta langue comme ça. Ça, c'est un Goumé sauvage. Je suis venu pour que vous puissiez m'aider. Tu sais pourquoi ta femme t'a quitté? Disais. Je sais pas. Quand tu as parlé maintenant, l'odeur qui a marché jusqu'à qu'elle pu venir m'attraper, m'envelopper comme ça là. Quelqu'un peut supporter ça là pour rester dedans. Tu ne te brosses pas. On te laisse, c'est toi qui es pleuré. Jusqu'à même tu viens en consultation, tu te brosses pas avant de venir. Regarde-toi. Moi j'ai la solution. Ça là même c'est les cas rapides ça. Ta bouche même l'odeur est périmée dedans. Voilà. Tu prends le citron. Attends. Toi, ton cas n'est pas un peu tout là. Ça, c'est le bicarbonate. Tiens, faut ramasser, tu as parti. Tu as payé la consultation là-bas. Ramasse, tu pars. C'est quoi ça? Viens prendre le bicarbonate là. Tu vois le citron, ça peut faire ton affaire. Merci. Au suivant. Leave me! On va te livrer. Vas-y, leave me! Leave me! On va te livrer. Oui. Hey, il n'y a pas ça là ici. C'est qui ça là? Do you know me? C'est notre mari. Do you know me? Yes, we can. Obama. Yes, send everywhere you go. Yes, tu veux me dire quoi là? Move no limit. Tu veux me dire quoi? Yes. Yes. C'est quoi ça? Il a suivi un film. Eh. Anglais, c'est fini. Il se croit aux États-Unis. Mais c'est lui, nigga! Allez, nigga! Ça là, c'est un vrai fou. Il faut l'emmener à l'hôpital. Mais vous êtes docteur, non? C'est toi qui m'as donné mon diplôme. Tiens, il faut enchaîner. Non, je ne veux pas. Il faut l'enchaîner toi-même. Alors tu vas marcher. Allez, you a nigga who? Tu veux me faire quoi ici comme ça? I'm not crazy! I'm a nigga! Tu know me? C'est ça la même chose. Do you know me? I'm a big Jew! Oui! Quoi? Where are you going? Where are you going? Do you know me? Baba, Nam, franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa,
Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte. Les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça. Elle connaît tout. Va me chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien. Et voilà, c'était donc notre humoriste web Frido dans ses œuvres. On le remercie d'ailleurs pour nous avoir accompagnés tout au long de cette saison de La Parenthèse. La Parenthèse justement de ce lundi 12 septembre, comme je vous le disais, vous réserve un programme alléchant et varié dans santé. Dans un instant, nous allons parler d'une maladie de peau avec Olive Oussougwe qui est déjà avec moi sur ce plateau. Nous aurons également 3 grands rendez-vous avant le talk du jour. Nous aurons le son d'ici et aujourd'hui, nous allons avec Jennifer Sachivi mieux comprendre les manifestations qu'on appelle communément Agor, les week-ends dans le son d'ici. Elle nous en parle aujourd'hui et surtout avec la précision de ce que représentent les cérémonies ou les manifestations qu'on appelle communément Agor dans le département de l'Ouémé, surtout chez les Goûts. Donc nous serons en milieu Goût avec Jennifer dans un instant. Nous aurons également vu sur le net aujourd'hui avec Stanislas Lincoln qui nous fera le tour de tout ce qui a fait rire ce week-end sur le net. Tutosphère, c'est avec Rodrigue Babagbetor. Aujourd'hui, une fois encore, nous aurons des astuces du net à travers donc notre collègue Rodrigue. Et je vous le disais, le sport sera également au rendez-vous ce matin. Dans Lexique Sport, je vous amène mieux comprendre l'expression grand chelem dans les différentes disciplines. D'abord au tennis, mais aussi en Formule 1 et dans d'autres disciplines. Cette expression est diversement, a un sens divers dans différents domaines et différentes disciplines sportives. Nous aurons le talk du jour autour de 8h aujourd'hui. On revient sur une actualité pas trop gaie dans notre environnement. Il s'agit des cas de viol sur mineurs dont on a constaté ces derniers mois une recrudescence. On va donc revenir avec, bien entendu, les chiffres de l'Institut national de la femme donnés il y a encore quelques jours et qui font froid dans le dos. Simplement, restez donc dans vos positions jusqu'à 9h pour vivre tous ces moments de télévision. On commence par santé, comme je vous le disais avec Olive Oussougwe. On parle aujourd'hui d'une maladie de peau qui dérange beaucoup et qui amène certains complètement à se cacher parfois et à ne plus vivre, voilà, normalement comme tout le monde. Olive, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour. Nous parlons d'une maladie caractérisée par l'apparition de taches blanches sur le corps. Il s'agit du vitiligo. Cette affection de la peau touche 0,5% de la population mondiale, sans distinction, sans prédominance de sexe ni d'origine ethnique. Et pour discuter de la question, nous avons sur ce plateau le médecin dermatologue Franck Yedomon. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer par définir la maladie. Qu'est-ce que c'est que le vitiligo? Merci. Le vitiligo, c'est une maladie qui entraîne la destruction des mélanocytes. C'est quoi les mélanocytes? Ce sont donc des cellules qui produisent de la mélanine. Donc, où que vous soyez sur le globe terrestre, la mélanine nous différencie à travers la colorimétrie de notre peau. Et donc ici, nous avons une maladie qui va aller détruire le mélanocyte. Donc si le mélanocyte est détruit, il y aura donc alors des plages hypopigmentées, des plages claires. Comme vous l'avez dit, c'est une maladie qu'on peut retrouver dans toutes les races. On en a même dans le règne animal du vitiligo. Et donc ici, la différence avec l'albinisme, par exemple, si on doit faire une différence, c'est que chez l'albinos, vous avez toujours le mélanocyte, seulement que les mélanosomes sont variablement vides en mélanine. D'accord. Alors que ici, la personne est normale, mais quelque chose vient détruire le mélanocyte et empêche donc la production de la mélanine à ce niveau-là.
C'est une maladie qui est dans toutes les races, mais chez le noir, chez le sujet noir en général, il présente une particularité très affichante. Et quelle est cette particularité? Quelle affichante, c'est-à-dire que vous avez des grosses plages, ou des plages claires qui peuvent apparaître de façon isolée ou de façon étendue sur la peau. Et cela cela fait que l'individu est gêné, donc il a alors un problème esthétique grave par rapport au regard de l'autre. Mais c'est une maladie qui est bénigne, c'est-à-dire qui n'entraîne pas... On va en parler. Oui. Vous avez déjà commencé par en parler. En dehors de ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui créent cette dépigmentation de la peau, cette dépigmentation naturelle, je vais dire, de la peau? Dans le vitiligo, on ne connaît pas réellement quelle est la vraie cause qui vient détruire les mélanocytes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des théories. Il y a des théories, on dit le stress oxydatif, c'est-à-dire que si votre corps n'est pas enrichi en antioxydants, la maladie peut se déclencher. On cite des théories qui sont des théories génétiques. On cite des théories qui sont également des théories immunitaires ou bien cytotoxiques, c'est-à-dire des cellules qui vont détruire d'autres. Bref, quand on ne connaît pas la cause d'une maladie, même en science, cela est difficile d'apporter un traitement qui soit un traitement précis. Alors, et dans ce genre de maladie, on a 3 genres de types. On a des vitiligos qui sont isolés, c'est-à-dire qui touchent juste une petite partie de la peau. On a des vitiligos qui sont des vitiligos segmentaires, qui vont toucher donc le bras, une large plaque qui est étendue sur le corps. Et on a des vitiligos qui sont des vitiligos universalistes, c'est-à-dire qui peuvent couvrir entièrement la peau. Ou le visage. Ou le visage. D'accord. Alors, jusqu'à quelle proportion la maladie peut s'étendre au niveau de toute la peau? Est-ce qu'il arrive des cas où le sujet malade soit complètement affecté? Exactement. Étant donné que nous ne connaissons pas réellement qu'est-ce qui provoque la maladie, ce que l'on peut dire, c'est que la maladie est totalement aléatoire sur le plan du siège. C'est-à-dire qu'elle peut apparaître n'importe où, que ce soit au niveau des organes génitaux, que ce soit au niveau des seins, de la tête, des pieds, du bras, du dos. Et donc, en général, c'est totalement une inconnue dans la mosaïque dans laquelle ce vitiligo peut apparaître. Et le caractère inesthétique affichant sur peau noire, en général, est la cause de beaucoup de stigmatisation. Et ce qu'il faut dire également, c'est que c'est un défi, en fait, pour chaque médecin qui rencontre un patient qui souffre du vitiligo. Alors, parce que si on veut rentrer dans le cadre du traitement... non, pas encore, s'il vous plaît, docteur. Oui. Et dès que la première tâche apparaît, justement pour parler des sujets noirs, c'est souvent difficile à vivre avec la maladie. Il faut combien d'années pour que la maladie soit complètement se répand? C'est là encore la question qui est totalement aléatoire. Vous avez un individu qui peut avoir une plaque qui en 3 semaines peut couvrir le bras, peut couvrir la jambe. Vous pouvez avoir ça dépend donc cela dépend de chaque sujet. Vous pouvez avoir un vitiligo qui peut aller vite en 2 semaines, comme un vitiligo qui peut durer 40 ans, 50 ans, sans vraiment bouger. Donc vous voyez, en termes de pathologie, c'est une pathologie où nous sommes tous des observateurs et nous regardons de façon sérieuse ce qui se passe. Il y a des vitiligos qui peuvent s'étendre très rapidement, comme des vitiligos qui peuvent rester stagnants, comme des vitiligos qui peuvent regresser même sans traitement. Des fois, ça peut arriver. Alors, le sujet malade est souvent stigmatisé, mais est-ce que les porteurs de cette maladie sont exposés à d'autres affections de la peau? En général, lorsqu'on a un vitiligo, il faut réfléchir, regarder du côté donc de la thyroïde. En général, c'est un organe qu'on surveille beaucoup, souvent dans les hyperthyroïdies, mais également il faut surveiller des maladies endocriniennes. Mais un sujet qui présente un vitiligo en dehors du caractère inesthétique de la peau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homogénéité, il y a des plages claires, des plages sombres, en général, il peut faire toutes les maladies comme tout le monde. Il peut faire, et particulièrement... Il peut faire le palu comme tout le monde. Et les maladies, je parle des maladies de la peau. Non, les maladies de la peau, non. Il pourra en faire comme tout le monde. Donc, il n'y a pas le lien, à part les hyperthyroïdies, les maladies endocriniennes, il n'y a pas un lien qui le tient à une autre maladie de la peau. Alors, vous avez déjà commencé par en parler, le traitement. Comment est-ce que vous prenez en charge les sujets malades du vitiligo, sachant qu'il n'y a pas un traitement sûr qui existe?
Non, il y a un traitement qui existe. Il y a un pas de traitement sûr. Oui, je vous explique en fait. Le vitiligo, la cause n'est pas bien connue. Donc ça, c'est connu. Le traitement existe. Mais le traitement doit aboutir à un résultat. Et c'est le résultat qui est aléatoire. Donc le traitement n'est pas sûr. Donc il y a des moments où le traitement marche, il y a des moments où il peut ne pas marcher. C'est exactement ça, si on veut résumer tranquillement. C'est-à-dire que le médecin c'est un défi pour chaque dermatologue de traiter des patients qui ont le vitiligo. Mais le médecin ne peut rien. Il ne peut pas vous dire vous guérirez en 3 mois, vous guérirez en 2 semaines, vous guérirez en chose. Le traitement existe. Et ici, au Bénin particulièrement, le traitement est fait en général avec des dermocorticoïdes. C'est ce que nous avons dans notre échelle thérapeutique pour vraiment traiter la maladie. Sinon, on a également d'autres approches comme des immunosuppresseurs, comme le protopique et également d'autres médicaments. Mais ces médicaments ne sont pas accessibles au Bénin en général. Il faut commander ce produit, il passe par plusieurs navettes avant d'arriver ici. Et on a également la photothérapie également, dont on ne dispose pas également. Mais je peux dire que quel que soit, pour avoir vu un peu les traitements un peu partout, je peux dire que quelle que soit la photothérapie, les immunosuppresseurs, le dermocorticoïde, même les éboliants, le beurre de karité, etc., le traitement reste aléatoire. La guérison reste aléatoire. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà vu des guérisons en 2 semaines, 3 semaines de vitiligo, vraiment surprenantes pour moi-même en tant que dermatologue. Et il y a des patients qui attendent leur tour. Mais ce qui est aussi important, c'est que le caractère affichant de cette maladie, de ne pas stigmatiser les patients, puisque la recherche... Je voulais en arriver là. Est-ce que, en dehors du traitement médical, est-ce que vous associez par exemple un traitement psychologique pour accompagner le sujet malade, pour le permettre quand même de gérer cette stigmatisation dont il fait objet dans la société? D'accord. D'abord, il y a un bon counseling qui est fait. On discute avec chaque patient qui souffre du vitiligo pour également voir également sur cette sphère de psychothérapie, de soutien. Mais en général, c'est d'abord dans la rue que nous devons rencontrer les personnes pour leur dire cette maladie n'est pas contagieuse. Voilà, pour lutter contre la stigmatisation. Parce que c'est une maladie qui est bénigne, mais qui a un caractère affichant. Mais il y a des maladies qui peuvent ressembler au vitiligo, ici, sur peau noire, et qui peut faire que quelqu'un peut avoir des champignons et penser que bon, j'ai un vitiligo. Parce que même au niveau du spécialiste, c'est très difficile. Il faut regarder avec une lampe de houille pour faire la différence. Et également, il y a également... il y a également ce qu'on appelle les eczématites acromiantes. Si vous regardez les pieds des personnes âgées sur peau noire, vous allez voir qu'il y a des petites taches comme ça, comme des petits semis qui apparaissent, qui sont clairs, qui ne sont pas de vitiligo, qui sont juste en fait des problèmes juste pigmentaires. Alors vous l'aviez dit, c'est une maladie bénigne. Qu'est-ce que vous y mettez? Moi je mets bénigne, c'est-à-dire que c'est une maladie qui n'affecte pas le pronostic vital de l'individu. Et qui n'est pas contagieuse non plus. Et qui n'est pas contagieuse. Alors, docteur, vous avez commencé par en parler. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement aux malades de cette affection? Moi, je pense qu'en général, les gens, quand ils découvrent la maladie, ils la regardent un peu, même si elle est cachée, hein, ils la regardent, ils se disent, bon, ils vont regarder sur le net, ils se disent, bon, ça doit peut-être le vitiligo. Oui. Ils regardent ensuite la suite de la littérature sur le net, ils se disent, oh, c'est une maladie incurable, qu'est-ce que je vais aller faire chez le dermato? Mais je pense que c'est une mauvaise option. Il faut aller voir le spécialiste, parce que lui, il a mieux de vous contrôler et puis de vous amener au meilleur traitement. Donc, un vitiligo peut être agressif. Il peut être agressif, il peut se développer très rapidement et c'est encore le moment de sensibiliser pour cette surveillance-là des patients vivant de vitiligo pour qu'on puisse avoir un défi commun, en général de ne pas stigmatiser les malades, de les accompagner au traitement et de faire en sorte qu'ils guérissent dans les bonnes conditions. Mais qu'en est-il du soleil? On sait par exemple que pour les albinos, le soleil, ce n'est pas toujours le bienvenu. Pour un malade, pour quelqu'un qui est, on va dire, un albinos. Mais quand vous êtes atteint de vitiligo, est-ce que les rayons ultraviolets aussi peuvent vous déranger? Je ne pense pas. Au contraire, les rayons ultraviolets, ils vont aider à ce que
la mélanogenèse reprenne au niveau des mélanocytes pour pouvoir des autres mélanocytes qui ne sont pas atteints. Parce que s'il y a des mélanocytes qui sont détruits, ça crée un trou dans la toile. Donc les autres mélanocytes peuvent produire la mélanine pour venir combler en fait le déficit qu'on a au niveau donc de ce trou. Et donc en général, les rayons ultraviolets pour nous ce sera une bonne chose. Mais en Europe on spécialise les rayons ultraviolets B pour donc la photothérapie. Mais ici, bon, est-ce qu'on peut faire ça? On a le soleil, tous les mois de l'année. Donc, en général, on va conseiller aux gens donc, d'aller souvent au soleil. Pourquoi pas? Pour permettre aux mélanocytes qui sont proches, c'est-à-dire voisins donc, de la zone détruite, de pouvoir produire, de pouvoir compenser. Donc, alors. Mais est-ce qu'il y a des médicaments en pharmacie ou en médecine pour... je vais dire, régénérer la mélanine dans le sang. Bon, en général, on utilise des acides aminés. Il y a des médicaments qui existent, des antioxydants, de la vitaminothérapie B qui peuvent aussi faire partie du traitement. Est-ce que ça marche? Justement. Une fois encore, c'est aléatoire aussi. Je ne vais pas dire c'est aléatoire. Ce que je vais dire, c'est que même la science a également des gaps sur des choses. Donc, il y a des choses qu'on observe. On se dit, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça ne va pas prendre? Donc, ça rend... le traitement est important, mais il faut savoir, pour ne pas décevoir aussi le patient, il faut bien lui expliquer qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va repigmenter. Alors, docteur, si vous me permettez, comment faire la différence pour les patients, comment faire la différence entre le vitiligo et une simple tache naturelle, comme vous l'aviez dit tout à l'heure? Les champions. Bon, en général, si on a un dermatologue qui est assez expérimenté, il peut se prononcer en se disant, moi, je peux choisir ça, je peux choisir ça. Ah non, ça, ce n'est pas des champignons. Ah, ça, ce n'est pas des eczématites acrobiantes. Mais c'est la biopsie, c'est-à-dire l'examen anatomopathologique, c'est-à-dire un prélèvement de peau analysé dans un laboratoire spécialisé qui permet de regarder donc alors cette destruction de mélanocytes au microscope. Donc, c'est vraiment pas possible au sujet même de faire la différence à travers des éléments simples. Si vous me montrez, si je vois un patient dans la rue qui souffre de vitiligo, je peux quand même dire ça c'est du vitiligo parce que c'est un diagnostic d'inspection. Mais pour avoir la preuve certaine, pour faire la différence entre les autres maladies, il faut aller à l'examen anatomopathologique, la biopsie cutanée et l'examen anatomopathologique pour pouvoir faire le diagnostic de certitude. Alors, est-ce que les Béninois viennent souvent consulter pour ces problèmes de peau? Effectivement. Vous savez, depuis le Moyen Âge, les maladies de peau sont considérées comme des malédictions. Et même la lèpre, dans beaucoup de livres, cela c'est considéré. Donc, en général, les gens ont tendance, quand ils ont des maladies de peau, à vouloir se cacher. Bon, après, nous, notre rôle, c'est de pouvoir dire à un patient, tu as une lésion de peau, ça correspond à telle maladie, et voilà ton traitement. Et nous allons t'accompagner pour que tu guérisses. Et je pense que c'est la même démarche pour tous les médecins du Bénin et tous les médecins en général. Oui. Alors, merci beaucoup, docteur. Vous avez un mot de fin? Je remercierai l'OTB, toutefois, nous inviter toujours pour pouvoir parler de maladies de peau, de vitiligo, et pouvoir porter l'information, l'éducation et la sensibilisation par rapport aux maladies de peau et aux maladies en général. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne semaine de travail. Merci. Merci vraiment, parce que voilà, des téléspectateurs en ont redemandé, et c'était important de revenir sur cette maladie de peau qui touche quand même une frange de la population. Des gens en souffrent et c'est surtout le côté un peu stigmatisant de la maladie. C'est ça qui dérange en fait. Vous avez dit quelque chose pour ma part qui est important. Vous avez parlé de la peau. Enfin, lorsque vous êtes de peau noire, c'est encore plus affichant. Une personne blanche, par exemple, avec le vitiligo, je pense que ça se remarque moins, enfin, ça saute moins à l'œil que pour quelqu'un de couleur, comme on dit souvent, qui est atteint de vitiligo. Et donc, dans notre milieu, ça devient souvent des questions de stigmate. Et puis aussi, est-ce que dans votre traitement, c'est une question que je rajoute comme ça rapidement, parce que l'information, c'est important de l'avoir. Est-ce que dans votre traitement, parfois, il vous arrive de devoir faire appel à un psychologue quand le patient, parce qu'il y en a, ils sont terriblement traumatisés par le vitiligo, ils ne veulent même plus sortir de la chambre? Oui, absolument. Dans la prise en charge du vitiligo, il y a l'aspect de la psychothérapie du patient, mais il y a également l'aspect d'associer également les endocrinologues pour qu'on puisse vérifier est-ce qu'on n'a pas de maladies adjacentes.
Et donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire parce qu'aucune spécialité donc, ne porte la couronne de la médecine. Et c'est en travaillant avec nos confrères de toutes les spécialités qu'on peut arriver à cela. Des fois, c'est pourquoi dans les facs de médecine, les conférences vous appelez ça conférence de rédaction, mais on nous appelle ça les staffs, pour pouvoir discuter des patients, des problèmes qu'ils ont. Et qu'ensemble, collégialement, on puisse prendre des décisions ensemble. Pour que ce ne soit pas des décisions isolées et que ce soit fait en sorte pour qu'on accompagne le patient pour avoir le meilleur rendu possible et la meilleure réponse thérapeutique. Merci beaucoup à vous, Dr Franck Yedemont. Je rappelle que vous êtes dermatologue et aujourd'hui, il s'est agi dans la rubrique santé de la parenthèse du vitiligo. Merci également à vous. Olive Ousugwe, docteur, on va vous raccompagner. On va faire du sport pour vous raccompagner. On va parler de lexique sport. C'est une rubrique que nous avons dans la parenthèse où nous passons en revue les mots et expressions utilisés dans les différents sports. Et aujourd'hui, je vous propose donc de voir ce que signifie l'expression grand chelem, que ce soit au tennis, en Formule 1 et dans d'autres sports. Annie, regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à l'AFIA. À l'AFIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à l'AFIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Le grand chelem, terme devenu très courant dans le jargon sportif de notre temps. Il s'utilise dans plusieurs sports avec des sens spécifiques. Voici le tour d'horizon pour mieux appréhender l'expression grand chelem dans tous ses sens. Le terme grand chelem ou grand slam en anglais dérive du verbe to slam signifiant écraser. Dans les jeux de cartes, le joueur annonce qu'il va faire un grand slam lorsqu'il compte remporter tous les plis au cours de la partie. L'expression a été transposée de l'univers des cartes à l'univers du sport au début du 20e et commence la 3e semaine du mois de janvier. Les internationaux de France de tennis, plus connus sous le nom de Roland Garros, qui se déroule à Paris et commence la dernière semaine du mois de mai. Le tournoi de Wimbledon qui se déroule à Londres sur gazon et commence la dernière semaine du mois de juin. Et enfin l'US Open qui a lieu à New York sur terre battue et commence la dernière semaine du mois d'août. Réaliser le grand chelem en tennis consiste à remporter la même année à Roland Garros, au tournoi de Wimbledon et à l'US Open. Le grand chelem doré consiste en année olympique, tous les 4 ans donc, à remporter ces 4 tournois et à s'imposer en plus aux Jeux olympiques. On parle du grand chelem en carrière pour les joueurs et joueuses qui ont réussi à remporter ces tournois de façon discontinue sur plusieurs saisons. Dans la période la plus récente, cela a été le cas avec Roger Federer et Rafael Nadal chez les hommes ou Maria Sharapova chez les dames. Dans certains sports, le terme grand chelem sert à désigner une victoire réalisée sous certaines conditions. Au golf, le grand chelem désigne une victoire dans chacun des 4 tournois dits du grand chelem au cours d'une même année. Au rugby à 15, le grand chelem désigne une victoire dans le tournoi des 6 nations en battant chacune des autres équipes engagées. En Formule 1, le chelem désigne le hat-trick en plus d'avoir mené l'intégralité de la course. Au catch, le Champions Grand Chelem ou Grand Slam Champion est une récompense donnée aux catcheurs ayant gagné un des championnats mondiaux de la World Wrestling Entertainment WWE. A contrario du Grand Chelem, on parle du petit chelem lorsqu'il manque un sacre pour faire un Grand Chelem.
Ainsi, au tennis, le Grand Chelem consiste à remporter 3 tournois majeurs sur les 4 possibles. C'était donc le Grand Chelem. Vous avez pu comprendre tous les sens accordés donc à cette expression utilisée surtout au tennis, mais aussi en Formule 1 et dans d'autres disciplines sportives. C'était donc le Grand Chelem pour vous dans Lexique Sport de ce lundi. La parenthèse se poursuit à présent et comme je vous l'avais annoncé dans mon introduction, on va faire de la culture, on va se plonger en milieu goût et là-bas nous allons mieux comprendre. On parle de cette manifestation festive que nous allons mieux comprendre avec Jennifer Sachivi et son invité dans un instant. Le son d'ici. Jennifer Sachivi, c'est une fois encore du rouge noir ce matin. Bonjour. Bonjour Bruno, oui c'est du rouge noir avec du rouge bleu à côté. Mon invité aussi a un peu de rouge. Un peu de rouge dans donc c'est le rouge qui gagne. D'accord, c'est ça. Vous allez bien le week-end? Ça va Bruno et vous-même? Ça va. Vous m'avez l'air en pleine forme, mais comme Olive. Ouais, il y a de quoi après un week-end. Voilà, il faut revenir encore requinquer pour servir les téléspectateurs. Voilà. Alors Bruno, vous en parliez, on parle aujourd'hui du Agor. Plusieurs personnes savent ce que c'est sans vraiment savoir ce que c'est, j'ai envie de dire, parce que on se plaît tous à dire que les samedis, par exemple, en milieu gon, il y a toujours une fête, ils mangent toujours, ils fêtent toujours, mais il y a un sens caché quand même, que peut-être Olive sait ou pas. En tout cas, on va le découvrir. Je ne suis pas goût. C'est important. Vous n'êtes pas goût, mais... Bienvenue vraiment, bienvenue à ce thème. Ce thème est vraiment le bienvenu parce que beaucoup y vont, comme vous l'avez dit, beaucoup fréquentent ces endroits-là où il y a du agor. Il y a à manger. Il y a à manger. Mais l'essentiel pour eux, c'est de se bourrer le ventre, c'est d'assister l'ami qui est peut-être éploré ou qui célèbre, je ne sais pas, l'anniversaire de décès ou autre. Mais il ne sait pas vraiment culturellement ce que cela représente. Exactement, c'est ce que nous allons expliquer sur ce plateau. Et pour en parler, nous recevons Dr Richard Onsou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ressortissant de l'ère culturelle Gon, enseignant-chercheur, vous êtes également directeur de la culture et du patrimoine à la mairie de Porto Novo. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. C'est ce qu'on appelle personne ressource, simplement. Alors, quand on parle de Agor, tous les samedis ou presque, on se rend compte qu'en milieu Gon, il y a toujours une fête, il y a toujours des bâches, il y a toujours de la musique, de la boisson. Est-ce que les ressortissants de l'ère culturelle Gon aiment beaucoup manger et danser? Oui, bien évidemment, les ressortissants de l'ère culturelle Gon, comme les ressortissants d'autres aires culturelles également, parce que, comme vous le dites, à Agor, on va aller vers le sens du mot lui-même pour essayer de mieux expliquer et ce que ce phénomène qui est devenu aujourd'hui un phénomène parce que votre collègue le reprend tout à l'heure, dit voilà que quand il y a une cérémonie de décès ou bien quand il y a peut-être d'autres cérémonies, on parle de Agor et surtout dans le milieu Gon à Porto Novo. Mais en réalité, il faut aller dans le sens même de ce mot-là pour comprendre ce que ça signifie et voir comment est-ce que nos parents ou nos ancêtres ont forgé ce concept qui, aujourd'hui, à l'ère du temps, a évolué et a embrassé plusieurs autres domaines. Sinon, dans son sens... L'appellation même est venue d'où? Agor, parce qu'on a envie de savoir. Ça signifie quoi d'abord, Agor? Bien évidemment, j'en viens. En fait, si on doit aller à la réalité, c'est que les princes Aladarounou, qui sont venus d'Alada pour conquérir Akoro, pour fonder le royaume de Hogbonou, étaient des agriculteurs sédentaires. Donc, quand on est agriculteur sédentaire, comment on appelle ça, une des valeurs précieuses de l'agriculteur sédentaire, c'est son grenier. C'est son grenier. Et le grenier se dit en proto-Gon, c'est-à-dire dans le Aladagbe, que vous connaissez aujourd'hui comme le Haïzo, c'est Agor, c'est le grenier. C'est son élément, c'est-à-dire ça représente pour lui un élément de valeur. Parce que après sa mort, tant qu'on n'a pas incinéré, je ne dis pas brûler, parce que quand je dis brûler, vous devez croire que c'est la destruction. Non, incinérer son Agor, ça veut dire qu'il n'est pas parvenu dans le rang de ses ancêtres. Donc voilà un peu
la signification. C'est pourquoi il y a cette ripaille-là qui est devenue aujourd'hui une festivité que tout le monde aime, adule du côté de Porto-Novo. Mais c'est en réalité ça. Parce que quand la personne, le goût meurt, bon, aujourd'hui, les choses ont changé. Hein. Je parle plutôt, je ne parle pas aux Béninois de 2022. Oui. Je parle dans l'historicité du concept même. Quand un goût décède, il y a toujours cette ripaille-là qui se fait souvent au 3e jour de son décès, qu'on appelle agovive. Okay. Agovive, c'est-à-dire, c'est d'incinérer les éléments de valeur, les tout premiers éléments de valeur de la personne décédée. Et cela amène le 2e jour après une sorte de communion où les parents, les clans du lignage se retrouvent en une sorte de communion pour partager un repas. C'est d'abord le tout premier élément de Agor. Ensuite, après ça, il y a d'autres cérémonies et maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, on essaie de rassembler l'ensemble des décès du grand lignage pour faire une grande cérémonie qui a 3 étapes. Et les 3 étapes se font en 3 fois 9 jours. Donc, il y a une triade. Bon, je ne vais pas rentrer dans les concepts spirituels de la question liée à la triade supérieure ou chose là, mais je voudrais que les gens comprennent que c'est cette triade-là qui fait qu'on parle de égloaison. Ça veut dire que, bon, ça a relation avec le crâne du défunt. Parce que c'est quand l'ensemble de ces éléments sont bien gérés qu'on brûle maintenant à la fin le grenier de la personne, de façon symbolique. On incinère de façon symbolique le grenier de la personne, mais en sortant l'ensemble de tout ce qu'il y a dedans. Il y a du maïs, il y a du haricot, il y a tout ça. Et les gens se retrouvent ensemble pour faire une petite fête. Et c'est cette petite fête qui a été transformée à l'aide du temps avec, et s'est propagée dans tout le Bénin. Et s'est propagée dans tout le Bénin. Et c'est aujourd'hui, nous parlons de Agor, alors qu'en réalité, Agor est toujours en relation avec un décès. Et non, aujourd'hui, quand on va au mariage, on dit Agor à Porto-Novo. Baptême, communion, on va, on dit. Et moi, j'aurais souhaité que le ministère du Tourisme prenne cet élément et puisse le rentabiliser en termes d'éléments touristiques sur le Bénin aujourd'hui, parce qu'au niveau du Agor, il y a l'ensemble des éléments synthétiques du tourisme. Oui, il y a un déplacement, il y a le loisir, il y a la festivité et il y a un lieu. Donc, pourquoi pas, je crois que cela, votre émission peut peut-être proposer contribuer à cela. Alors justement, vous nous avez, merci déjà pour l'historique qu'on a mieux compris, c'est un événement culturel un peu à portée spirituelle, mais toujours est-il que lorsqu'il y a décès, on parle toujours de Agor. Est-ce qu'il y a toujours des biens qui sont incinérés aujourd'hui ou est-ce que ça a été modifié avec le temps? Bon, c'est vrai que ça a été modifié avec le temps parce qu'aujourd'hui, les populations de Porto-Novo, comme vous le savez, pour la plupart du temps, ne sont plus ces agriculteurs sédentaires comme vous l'imaginez. Donc, aujourd'hui, il y a toujours l'incinération symbolique d'un certain nombre de biens appartenant à la personne décédée. Des vêtements comme quoi, bien sûr, comme les vêtements, le mobilier, une partie de son activité quotidienne qu'il a l'habitude de faire quand il était bon. S'il y a des objets dedans qui ne sont pas tellement chauds là, on les incinère de façon symbolique pour lui permettre de lever son âme afin qu'il arrive à la béatitude. Bon, parce que je suis chrétien catholique, donc il y a cette influence à mon niveau, mais pour le diviniser, parce que voilà une culture où les morts ne sont jamais morts. Ils sont à côté de nous, comme Birago Diop. Hein. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont partout. Donc, pour amener cette personne à atteindre cette béatitude, pour atteindre cette divinité, il faut faire cette cérémonie symbolique d'incinération de ces biens. Alors, Jennifer, si tu me permets, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on y gagne à travers le Agor, surtout le défunt? Oui, bon, ce qu'on gagne dans le Agor, c'est d'abord permettre
à l'ensemble des autres membres de la collectivité de se retrouver et de se remémorer de cette personne qui est partie. Parce que voilà une personne qui nous a quittés, et il nous a quittés, on le jette de l'autre côté, et puis bon, on l'oublie. Non, pour le Goum, il faut toujours se rappeler de lui. Et cela va jusqu'au niveau du Hassan. Bon, je ne veux pas rentrer dans... C'est l'autre pelle de manche de l'élément pour l'amener... Pour le représenter. Pour le représenter. Au niveau de la maison familiale. De la grande collectivité. Donc, ça va jusque-là. Et c'est la fin de Agor nous amène à ce niveau-là. Donc, c'est un élément pour rassembler culturel, pour rassembler les gens et pour leur faire partager quand même un repas communautaire ensemble. Et c'est l'occasion pour l'ensemble des fils et filles qui sont partout ailleurs de se retrouver, l'occasion de cette ripaille pour essayer de partager un repas ensemble. D'accord, mais on se rend compte quand même qu'il y a assez de dépenses lors de ces festivités-là. Oui, en effet, ça se fait sur plusieurs jours. C'est tellement bien organisé. Franchement, on cotise, on se met en famille, chacun apporte. Parfois, chacun place sa bâche à lui et c'est juste à poser. Est-ce que ça contribue à la connotation du Agor? Est-ce que le fait de beaucoup dépenser, ou bien c'est juste pour se faire plaisir ou pour mieux raccompagner le défunt? Non, vous savez, bon, dans tout phénomène culturel, il y a des éléments d'exagération. Et aujourd'hui, le phénomène... On est un peu dans l'exagération. Oui, dans le phénomène que nous connaissons aujourd'hui, c'est un peu le côté négatif de la chose où certains ne comprennent pas. Il y a même des groupes socioculturels, vous m'excusez, parce que je suis Goum, dans le milieu Goum, où après la cérémonie de Agor, ils se demandent, bon, quelle est la parcelle que tu as achetée à la fin? Oh là là. Vous voyez, donc ça veut dire que les gens l'ont transformé, l'ont sorti de son élément contexte culturel pour en faire aujourd'hui un élément commercial où on se dit à contrario aussi, il y en a qui le font et qui enregistrent des pertes. Et qui enregistrent des pertes. Donc les deux côtés, c'est ça vous dénoncez d'ailleurs en mettant l'accent sur le fait que c'est devenu des cérémonies de dépenses exagérées où du coup on se demande à la fin et ce qu'on a fait parce que c'est une perte, c'est beaucoup de dettes à payer après et c'est pas facile, c'est des gens qui se cachent, c'est des gens qui fuient même au Nigeria parfois pour vous dire bon c'est parce qu'il a fait la cérémonie de son père, il a fui au Nigeria, il n'est plus là. Vous voyez, donc c'est des éléments qu'il faut essayer de sortir un peu de ce phénomène culturel pour lui donner tout son sens symbolique authentique qui vise juste à incinérer et peut-être se disperser. Et se disperser et quand même se rappeler de la mémoire de la personne disparue. D'accord. Merci beaucoup. Mais juste avant de conclure, vous me permettez, rapidement, on nous dit souvent que plus le défunt est âgé, plus il faut faire beaucoup de festivités. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Oui, bon, vous savez, la personne que vous avez eue, qui est restée pendant longtemps avec vous et qui est partie, il faut quand même l'honorer. Donc, bon, certains pensent que, bon, c'est en faisant beaucoup de cérémonies, en tuant beaucoup de bœufs, en tuant beaucoup de cabris qu'ils pour font... ce que la personne a été... pour eux. Donc, c'est là qu'on a fait ça, toute sa cérémonie. Donc, je crois que c'est des éléments qu'il faut essayer de circonscrire pour leur donner leur sens culturel et leur sens le plus représentatif possible. Et qu'est-ce que devrait être le Agor, normalement, selon vous? Le Agor, normalement, devrait être une cérémonie de rappel de la personne défunte, de permettre à son âme d'atteindre ses ancêtres, parce qu'il y a une cérémonie à l'intérieur où on dit telle personne, c'est l'occasion d'aller boire auprès de tes ancêtres. Parce que depuis qu'il est mort, tant qu'on n'arrive pas à ce rituel-là, on pense qu'il n'est pas encore avec ses ancêtres. Est-ce que c'est le rituel de l'incinération ou un autre rituel? Non, c'est un autre rituel qui participe à comment on appelle ça, au cycle Vous pouvez nous en parler très rapidement? Bon, oui. Bon. On est intéressé. Oui. Enfin, s'il y a la cérémonie de ce qu'on appelle Togo,
qu'on appelle Togo, qui est la cérémonie qui est organisée pour l'ensemble des défunts de la famille. Il y a d'abord le Haïzou, qui est la cérémonie des crânes. Il y a ensuite la cérémonie de Agovive, qui est fait pour ces crânes. Et il y a la cérémonie de Togo lui-même, où on représente désormais cette personne. C'est la deuxième cérémonie où on essaie de faire rentrer la personne défunte dans le panthéon des personnes décédées au niveau de sa collectivité. D'accord. Moi, j'ai une question. Où est la place ou la force le pouvoir plutôt du vœu du défunt devant cette tradition-là qui est, on va dire, irrévocable? Parce qu'il y a des gens qui, en mourant, donnent l'instruction qu'ils ne veulent pas du tout de tapage autour de leur mort. Ils veulent être juste enterrés, inhumés dans la stricte intimité, sans bruit. Dans ce cas-là, est-ce que on s'accroche à la tradition ou on écoute les vœux? Ah oui, c'est bien évidemment, on écoute les vœux parce que le groupe socio-culturel, c'est des gens qui sont très attachés à la dernière parole ou bien à la volonté de la personne décédée. Donc, si tant est la volonté de la personne décédée, on lui fait l'ensemble de ces cérémonies, mais dans la stricte minimum de ce qu'il a toujours souhaité. Et même à un moment donné, il y a quelqu'un qui relève toujours pour dire: attention, telle personne, il a été toujours sobre, il a toujours voulu que cette cérémonie. Donc, si quelqu'un veut exagérer dedans, on attire son attention sur ce fait-là. Parce que, bon, c'est des gens qui sont toujours à l'écoute de ce qu'on a laissé comme consigne, comme dernier consigne. Mais aujourd'hui, le concept a évolué et même, j'ai envie de dire, galvaudé. Aujourd'hui, pour un baptême, ça se transforme en agor. Pour un mariage, ça se transforme en agor. Anniversaire de décès, c'est agor. Tout est agor aujourd'hui. Tout est agor aujourd'hui, pratiquement. Oui. On invite les gens, on prend d'assaut l'avant, on bloque, personne ne passe, ni voiture, ni moto. On met les haut-parleurs, c'est du agor. Il y a de l'uniforme à côté, il y a un pagne, et puis tout le monde s'y rend. Mesdames, messieurs, enfants, tout le monde est... Nous allons à un baptême désormais, nous allons à une communion. C'est mieux comme ça, c'est mieux parce que c'est... Il y a agor que lorsque il y a décès et qu'il y a une cérémonie qui est consacrée. Sinon, pour beaucoup, il y a agor quand il y a à manger. Oui. Vous savez qu'avec le phénomène de mondialisation et de commercialisation de tout, les commerces veulent s'arroger la grande part et on crée toute une industrie autour des éléments culturels. Et aujourd'hui, que dit la tradition, ou bien quelle est la place de la tradition au sujet de ces personnes, par exemple, qui ne prennent pas du tout soin de leurs parents, de leurs vivants, mais qui se permettent quand même de l'organiser, de grandes fêtes. Et que dit la tradition? Ce sont des cas qu'on retrouve. Hein? Oui, la tradition est vraiment stricte là-dessus. Bon, j'oublie l'adage, il y a un adage qui dit si vous voulez m'enterrer, enterrez-moi vivant. Parce que en réalité, c'est rien ne sert on dit Hambaro Yodirem Yohoma. Ça veut dire que tout ce que votre vin, votre champagne, ou tout ce que vous dépensez comme sous après sa mort ne lui apporte pas grand-chose. C'est ce que vous lui avez fait de son vivant. Donc la tradition est suffisamment stricte sur la question, mais c'est l'homme moderne, l'homme de 2022 ou du 21e siècle qui pense que bon, c'est la bombance, lui fait sa fête, alors que le parent, pendant qu'il était vivant, il s'en manquait de tout, il s'en est pas occupé. Bon, les cas font légion, hein. On voit ça presque tous les jours, ça crève l'œil, ça vous pose des questions. Mais bon, voilà, chacun avec ce qu'il est, voilà. Alors sur le plan culturel, qu'est-ce qu'on peut y gagner dans Agor? Vous avez commencé par en parler au début, mais vous n'êtes pas allé au bout de votre développement. Très rapidement. Oui. En fait, sur le plan culturel, touristique surtout, on gagne le fait de trouver l'occasion où il y ait déplacement, c'est-à-dire qu'il y ait un lieu, comme le dit la définition du tourisme, qui est du loisir ou bien qui est une activité et choses là. Et ça fait que
au niveau de l'économie locale ou de l'économie nationale par ricochet, il y a quelque chose qui est apporté pour le développement du pays. Donc, culturellement, c'est vrai que c'est un fait culturel qui permet à des gens de se rassembler, mais qui joue également un rôle sur le tourisme local ou le tourisme au niveau local, au niveau national. Et moi, c'est pourquoi je plaidais pour que ce soit quand même une occasion pour que, dans les agendas des départements ministériels qui s'occupent du tourisme, qu'on puisse quand même regarder et voir comment est-ce qu'on peut valoriser cela et ce qu'on peut y gagner. Surtout que la valorisation du tourisme et puis la culture aujourd'hui est quand même un élément important pour le gouvernement de notre pays. D'accord. Merci beaucoup à vous, Dr Richard Onsou, et merci pour ce beau débat. Olivier a participé, Bruno a participé. Je pense que désormais, nous avons tous compris. C'est vraiment intéressant parce que ça touche à notre culture et à notre quotidien. Il n'y a presque pas un week-end où dans votre quartier ou dans les environs de votre maison, il n'y a pas une manifestation. Malheureusement, tout est appelé. Surtout en milieu gon, chez les Rogbonutors. Ça fait que je pense que la précision en valait la peine parce que ça fait que dans la conscience collective, les Porte-Noviens, les Womenu sont considérés comme des fêtards. Oui. Donc, des gens qui aiment la fête. Mais comme on l'a dit, c'est une tradition qui s'est répandue. Voilà, la précision en valait la peine. C'était important. Mais c'est quelque chose qui a été copié. Désormais, quand il y a précisé ça. Merci beaucoup à vous, monsieur Richard Onsou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez également dit que vous êtes agent de la mairie de Porte-Novo. D'accord, vous agissez là-bas en tant que... responsable de la culture et du patrimoine. D'accord, responsable directeur de la culture et du patrimoine. C'est un plaisir de vous avoir eu et surtout d'avoir eu ce brillant exposé sur le Agor. Voilà, en milieu gon, simplement, vous l'aurez donc compris, toute manifestation n'est pas Agor. D'accord. Allez, on va poursuivre la parenthèse du jour. On va faire un tour sur le net avec Rodrigola Babagbeto pour quelques astuces du net. On va en apprendre davantage. On marque une courte pause et on le retrouve juste après. Regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à l'AFIA. À l'AFIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à l'AFIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Rita, Cécile, Asiba et Yab travaillent péniblement. Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur gari. Aujourd'hui, parce que fidèle au remboursement du microcrédit à l'AFIA, ce groupe de caution solidaire a pu professionnaliser son activité et depuis lors,
ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Remboursez votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte Mobile Money au moins du montant emprunté. Saisissez étoile 810 dièse, puis suivez les instructions et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Microcrédit Alafia, le crédit qui vient à vous. Plutôt vu sur le net, un tour sur le net de toutes les façons. Les deux rendez-vous restants avant le talk du jour, c'est des rendez-vous du net avec vous. D'abord, Stanislas Lincon, on va faire le tour de tout ce qui a pu arracher un sourire ou un rire ce week-end et dans l'ensemble de la semaine aux téléspectateurs. Bonjour. Bonjour Bruno Soirée, bonjour chers téléspectateurs, merci d'être restés les nôtres. Alors, avec vous, on va faire le tour du net, comme je l'ai dit, et découvrir ces messages, ces vidéos, ces photos qui ont pu nous arracher le rire. Oui, j'ai vu cette semaine, sinon la semaine dernière, même le week-end, une autorité qui est allée inaugurer un pont de franchissement. Mais il s'est retrouvé face à ce ouvrage qu'il a avalé. Regardez. On va revoir l'image. L'image va tarder à venir. Une autorité qui est allée inaugurer un pont de franchissement, mais contre toute attente, cette autorité s'est vue avaler par l'ouvrage. C'est comique, mais vous allez voir cette image sûrement, ça va venir. Ne tardez pas, ne zappez pas surtout. L'image va être positionnée tout de suite et vous allez constater avec moi et vous allez rire, ça c'est sûr. Voilà, une autorité qui va inaugurer, comme j'ai dit tout à l'heure, un pont de franchissement, mais contre toute attente, il s'est vu avaler par cet ouvrage. Alors qu'on a certainement on a dépensé des millions de francs CFA ou bien des millions de quelle monnaie, je ne sais. Comme quoi, c'est important souvent de faire du bon investissement. Bien sûr. Et de bien bâtir les infrastructures. Sinon, ça donne ce genre de drame où à l'inauguration, le pont tout neuf s'effondre. C'est incroyable. Bien sûr. Alors, un acte de philo à présent, il est arrivé souvent qu'on prenne des motos taxis et qu'on les roule. Mais il y a un client qui a tenté de le faire. Il s'est vu rattraper par ce conducteur de moto taxi. On va voir ça ensemble. Je te jure, tu es bon. Merci beaucoup. Tu es bon. Merci. Tu es très bon. Merci. La façon dont tu m'as conduite là. Oh, ouais. Attends, on va faire les courses ensemble. Comment ça? Tu vas faire 1 minute. Je vais prendre quelque chose, je reviens. Monsieur, Gamedi ou Ndime? Oh. 1 minute seulement. On va faire les courses. Faites vite alors. Tu ne veux pas l'argent. Les aime là, vraiment. Bonsoir, Foufou. Ouais, bonsoir, chef. Merci pour nous, mais les barres, on quoi? Non, mais bon. Ça va. Foufou, tu veux une place à finir, on dit, après, mais le minadi, on oublie, on y bloque, c'est là. Allez, Foufou, de finir. De tout est bon, le pont, mais tu as vu, quand il y a eu ta commande, mais les sangs d'Ottawa. Foufou, ah, mais bon, mon fils est dit, on peut venir finir. Eh bien, mon fils est dit, moi, mais là, on bloque et plat, et on tombe sur une mêlée. Donc, après, mais il va finir, on peut faire quoi. T'as mis des roues pour longtemps, il y a quand même, mais oui, tant. Yako. Info, miroir. Et à mi, t'es bon pour le dépôt, mais. Pardon.
Comme quoi, on ne joue pas avec tout le monde, quoi. La filouterie aussi, ça a de limites. Oui, ça a de limites. Vous savez, c'est pas tout le monde en rouble. Hein. Bien sûr. Quand il s'agit des questions d'argent, il faut faire très attention. Il y en a 1000 francs, 100 francs, 500. C'est important pour eux. Vous ne pouvez pas les roubler sur de l'argent et vous en sortir. Et je pense qu'il en a fait l'expérience. Alors, une autre vidéo, avant que certainement vous ne parliez d'autre chose sur cette émission, la parenthèse bien sûr, puisque c'est la parenthèse qu'on a ouverte, alors elle reste ouverte et on voit une autre vidéo cette fois-ci. Il s'agit bien sûr d'une vidéo que vous allez voir sûrement. Il paraît qu'on ne regarde pas tout, mais souvent les hommes ont tendance à tout regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez découvrir la suite. You were not informed too. Ah, c'est, on va dire, ce vice qui rattrape toujours les hommes, vouloir regarder les femmes dans la rue, c'est très courant. Et puis, parfois aussi, les femmes aussi, en fait, c'est un lien de cause à effet parce que parfois, les femmes aussi, quand elles voient les hommes, la démarche change. Bien sûr. C'est un constat. Ah bon? Pas forcément. Ah, je ne sais pas si je suis le seul homme, mais d'autres hommes sont sur le plateau pour moi. Je ne crois pas. Comment vous Si. Mais là, c'était une provocation parce que la dame, me semble-t-il, elle était consciente de l'acte qu'elle posait. C'est pour lui rappeler qu'il est souffrant et qu'il Une faut jeune fille, éviter. une jeune fille, je vous explique, une jeune fille qui passe au quartier et qui voit des mecs, Rodrigue, Stanislas, moi, et qui sont en train de discuter et qu'elle doit prendre par là, parfois la démarche change. Là, c'est que si la démarche change vraiment, c'est peut-être un signe, c'est peut-être un message codé que ces mecs-là doivent comprendre. Et ils le comprennent toujours, rassurez-vous. Elles alignent des pas chaloupés, et je vous assure. Il vaut mieux éviter, surtout quand on est souffrant et que le coup, ça ne va pas. Il ne faut pas risquer de repartir à l'hôpital juste parce que vous ne pouviez pas rester tranquille et laisser l'autre passer. Non, mais à qui la faute? À celui qui est souffrant et qui La insiste. responsabilité, elle est partagée. Ah, elle est partagée. D'accord, j'aime mieux cette réponse. Alors, Stanislas, ce sera tout? Vous avez Non, encore... ça reste encore D'accord, une autre vidéo. Cette fois-ci, un agent de sécurité. Bravo à tous ces agents de sécurité qui font preuve de courage. Et nous allons observer cette vidéo ensemble pour voir jusqu'où les agents de sécurité font preuve de courage. Ah, mais ce diable déguisé, je pense, c'est la première fois qu'on voit le diable fuir, sans que Jésus même n'intervienne. Ah, c'est intéressant, Stanislas. Alors, on va finir par une image. Vous le savez très bien, c'est le retour des week-ends. Et bien sûr, quand on parle de week-end au Bénin, c'est Agor, comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Et qui parle de Agor parle d'alcool. Mais il ne faut pas s'en abuser. Quand on s'en abuse, qu'est-ce que ça donne? C'est une image que vous allez voir certainement à l'écran. Regardez cette image. Qu'observe même un chat de loin, très loin. Il voit, il contemple avec admiration, il regarde tout. Et en légende, on peut lire le problème de l'alcool, c'est le lendemain. C'est-à-dire un homme qui s'allonge aux côtés d'un cochon. Voilà. J'imagine le réveil. Il se croit dans son lit, quoi. Le réveil sera probablement très compliqué. Brusque, oui. C'est vraiment étonnant de voir des gens dans des états d'ivresse, comment ils sont prêts à faire des choses vraiment incroyables. Et parfois, c'est que lorsque vous vous retrouvez et qu'on vous raconte, vous êtes bien étonné. Voilà, vous êtes bien étonné de ce que vous avez pu faire. Mais c'est aussi ça, être dans un état second. Bien sûr. Et le seul spectateur joyeux, c'est le chat que j'ai pu identifier de loin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, j'ai pas vu. On va revoir l'image. Le chat était tout joyeux. Il observait tout de loin avec, je ne sais pas moi,
admiration, je pourrais dire. On va aller voir l'image, je n'ai pas pu constater le chat. Ah oui, il y a un chat quelque part là, sur l'image. Ah, observez très bien, vous allez constater. On va voir, Janvier, on repropose-nous l'image pour qu'on puisse détecter ce chat qui est... Et l'homme, je le vois. Et l'homme était dans les bras de sa femme imaginaire, dans son lit. Le lendemain, il va s'en rendre compte. Voilà. Bon, il ne faut pas s'en abuser. L'alcool, ça ne fait pas du bien à l'organisme. Allez, Stanislas, c'est vu sur le net. Ce sera tout? Oui, c'est tout. Voilà, ce sera tout pour ce lundi matin. On va rester sur le net, mais on va faire autre chose. On va aller découvrir des astuces avec Rodrigola Babagbeto. C'est parti pour Tutosphère. Il est descendu de la sphère des tutoriels et il est avec nous. Rodrigola Babagbeto, bonjour. Bueno, bonjour mesdames, messieurs. C'est un plaisir, comme toujours, d'être des vôtres ce matin. Alors, descendu de la sphère tuto, qu'est-ce que je vous ramène? En premier, certains objets que vous avez peut-être eu déjà à utiliser d'une manière ou d'une autre, mais on va vous faire voir cette fois-ci un autre mode d'usage avec l'aide de notre réalisateur du jour. La vidéo tuto 1, c'est maintenant. Tu as déjà vu une lumière en forme de flocon de neige sur le tableau de bord de ta voiture? Il n'est pas là pour t'avertir de l'arrivée des vacances d'hiver, si c'est ce que tu penses. Il s'agit en fait d'un capteur qui indique la température ambiante extérieure. Il s'active et fait apparaître le voyant lorsqu'il y a un danger pour la route en raison d'une chute brutale de la température. Il arrive parfois même qu'un avertissement sonore ou un message sur ton tableau de bord t'avertisse que les routes sont peut-être en train de se couvrir de verglas afin que tu puisses adapter ta vitesse ou changer de pneus si nécessaire. La plupart des voitures sont également équipées de dispositifs spéciaux pour l'été comme les pare-soleil. Le tien a peut-être un bonus supplémentaire que tu pourrais vouloir découvrir. Nous savons tous qu'il se retourne pour aider le conducteur même lorsque le soleil ne brille pas de face, mais certains d'entre eux peuvent également se déployer, de sorte qu'ils peuvent fournir de l'ombre à une plus grande surface. Si tu vois que le tien n'est pas extensible, il y a une solution simple. Achète un prolongateur de pare-soleil, tu peux même en trouver en ligne. Il se fixe à ton pare-soleil ou à tes fenêtres existantes pour offrir une meilleure protection contre le soleil et une meilleure visibilité. Découvrons quelques fonctionnalités cachées à la maison. Ce n'est pas sorcier, mais il y a une mauvaise façon de faire de la glace dans le congélateur. Et c'est parce que tu n'utilises probablement pas correctement le bac à glaçons. Ils ont cette forme particulière, car tu dois remplir les bacs jusqu'à ce qu'il y ait une couche d'eau au-dessus. Cette couche permet d'extraire plus rapidement les glaçons du bac, car elle se fend lorsqu'on la tord et laisse chaque glaçon sortir. Tu pourras alors les attraper en un clin d'œil et déguster ta boisson. Si tu aimes l'odeur d'une barre de savon en particulier et que tu veux la retrouver sur tes vêtements aussi, prends une de ces barres pour faire un rafraîchisseur de vêtements. Place-la dans un tissu, puis mets-la n'importe où entre tes vêtements. Tes chemises sentiront merveilleusement bon chaque fois que tu les prendras. Et tu peux aussi économiser sur l'adoucissant. Sois honnête, il y a bien des vêtements que tu portes tout le temps et d'autres qui restent au fond de ton armoire et que tu as probablement oublié. Voici un moyen ingénieux de savoir lequel est lequel. Pour commencer, tu dois tourner tous tes cintres à l'envers. Si tu veux vraiment t'investir dans ce projet, tu peux mettre des morceaux de scotch sur les cintres et écrire la date de début sur chacun d'eux. Après cela, tout est assez simple. Chaque fois que tu portes un vêtement particulier, retourne le cintre pour qu'il soit tourné vers l'avant. Au bout de 6 mois ou d'1 an, tous les articles qui n'ont pas encore été retournés doivent aller à des dons ou à des vides-greniers. Et voilà, c'était la première, ce que je vous ramenais en premier de ma virée sur la sphère tuto. Donc, on en apprend désormais un peu plus sur certains objets que vous avez utilisés tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'espère vraiment que ça vous a enrichi. Alors, deuxième vidéo que je ramène à présent de ma virée sur la sphère tuto, celle-ci est relative au téléphone. Aujourd'hui, on le sait bien, il est difficile ou presque impossible de voir quelqu'un sans téléphone. Nous y tenons comme à notre propre vie et nous les gardons à la main. Parlons bien sûr du téléphone tout le temps. Cependant, garder le téléphone dans certains endroits peut être dangereux, non seulement pour l'appareil, mais pire pour votre santé. Voici quelques endroits où vous ne devriez pas garder votre téléphone.
C'est bien plus confortable de porter ton téléphone dans la poche arrière de ton pantalon, mais cela peut aussi être dangereux. Tout d'abord, il est très simple de casser ton écran car beaucoup de gens oublient qu'ils l'ont dans la poche et finissent par s'asseoir dessus. Et cela peut te revenir très cher puisque la plupart des téléphones aujourd'hui ont des écrans très onéreux. Par exemple, si tu casses l'écran de l'iPhone X, cela te coûtera environ 60% du prix du téléphone seulement pour remplacer l'écran. L'autre problème lorsqu'on garde son téléphone dans la poche arrière, c'est qu'il devient très simple à voler. Même un voleur peu expérimenté pourra voler ton portable très facilement. Ce serait comme prendre un bonbon des mains d'un bébé. De plus, comme la plupart des téléphones ont aujourd'hui des écrans tactiles, il est possible que tu appelles par mégarde un numéro d'appel d'urgence sans t'en rendre compte. Savais-tu qu'aux États-Unis, 30% des appels vers le 911 étaient accidentels? Enfin, le dernier problème est que t'asseoir sur ton téléphone peut provoquer des douleurs dans le dos, les jambes et l'estomac. Donc, que penses-tu de réfléchir à un autre endroit où garder ton téléphone? 9. Dans ta poche avant. Non, ne le garde pas non plus dans ta poche avant. Ceci s'adresse surtout à vous, messieurs. Comme la plupart des hommes n'ont pas de sac, ils mettent souvent leur téléphone dans leur poche de pantalon ou de jeans. Mais en faisant cela, ils prennent le risque de nuire sérieusement à leur santé. Nous sommes prêts à parier que nous avons réussi à attirer ton attention. Une étude récente de l'université d'Exeter a prouvé que les radiations électromagnétiques émises par les téléphones ont un impact négatif sur la qualité et la quantité du sperme. Plus un homme garde son téléphone dans sa poche, plus le risque augmente. Donc, peu importe combien ton téléphone compte pour toi, tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de le mettre dans ta poche avant. 8. Dans ton soutien-gorge. Mesdames, vous n'êtes pas épargnées non plus, donc écoutez bien. Même s'il n'y a aucune certitude quant à savoir si les radiations du téléphone peuvent causer un cancer, nous recommandons de garder votre téléphone ailleurs que dans votre soutien-gorge, juste au cas où. 7. Au niveau des hanches. Selon les recherches de l'université de Süleyman Demirel en Turquie, il a été constaté que garder son téléphone au niveau des hanches peut endommager et affaiblir les os des hanches. Les scientifiques ont mesuré l'intensité des os de 150 hommes qui portaient leur téléphone au niveau des hanches de manière régulière. La densité minérale de leurs os était légèrement plus faible sur le côté où ils gardent leur téléphone que sur l'autre. Mais nous ne sommes toujours pas certains que la différence soit bien due au téléphone, mais c'est la raison la plus probable. 6. Contre ta peau. Ne garde pas ton téléphone contre ta peau, car lorsque tu fais cela, les bactéries de l'écran que tu touches avec tes mains, qui touchent elles-mêmes le monde qui t'entoure, se retrouvent exactement sur ton visage. Et oui, nous commençons à comprendre que l'écran d'un téléphone est plus sale que des toilettes publiques. Hey, désolé pour cette information peu ragoûtante, mais il faut bien que quelqu'un te dise la vérité. De plus, les radiations électromagnétiques s'approchent dangereusement de toi, ce qui peut ne pas être bon. Tu te demandes peut-être comment tu peux parler au téléphone sans être en contact avec les bactéries? Fais en sorte de laisser 1 cm entre ton appareil et ton visage. 5. Sur le chargeur. Non, charger ton téléphone ne peut pas nuire à ta santé, sauf si tu es trop près du téléphone et de ses radiations électromagnétiques. Mais mieux vaut ne pas laisser ton téléphone charger toute la nuit. Cela peut raccourcir la durée de vie de la batterie et réduire sa puissance. 4. Dans les pièces froides. S'il fait froid dehors et que la température descend en dessous de 0, tu devrais faire très attention à ton téléphone. Ne le laisse pas dehors, ni dans la voiture durant trop longtemps. Une différence de température si radicale est mauvaise pour les gadgets, car lorsque tu les emmènes dans un endroit chaud, la condensation a lieu et cela peut générer des problèmes avec les bits internes du téléphone. L'autre problème, c'est que ton téléphone peut tout simplement s'éteindre s'il fait trop froid. Les tout derniers téléphones ont un réglage spécial dans leur système qui, pour protéger la batterie, éteint automatiquement le téléphone. La meilleure chose que tu puisses faire pour lui, c'est d'acheter une coque bien isolée ou bien d'éviter de l'exposer à de trop grandes différences de température. 3. Dans des endroits trop chauds. Tes appareils de haute technologie sont plus vulnérables que tu ne le penses. Ils ne supportent pas non plus les hautes températures. Lorsqu'il fait très chaud, nous ne te recommandons pas de laisser ton téléphone dans ta voiture ni sur la plage, car la batterie pourrait surchauffer, voire même exploser.
De plus, ne garde pas ton téléphone au niveau de la fenêtre, car les rayons directs du soleil pourraient ternir ton écran. Et comment pourrais-tu voir les dernières vidéos humoristiques de la semaine si tu n'y vois rien? Réfléchis-y. 2. Dans la poussette. Parfois, les mamans pressées jettent leur téléphone dans la poussette de bébé sans vraiment y réfléchir. Mais peut-être qu'elles devraient y penser à 2 fois, car une recherche publiée au Journal de l'épidémiologie et de la santé communautaire suggère que cela pourrait être très nocif pour l'enfant. L'étude dit que les téléphones mobiles pourraient causer des problèmes de comportement comme l'hyperactivité et des troubles de l'attention. Encore une fois, il n'y a pas de preuves directes, mais veux-tu vraiment prendre ce risque? 1. Sous ton oreiller. Il y a plusieurs bonnes raisons pour ne pas garder ton téléphone sous ton oreiller. La première est que même la nuit, tu reçois probablement des notifications qui font que ton écran s'allume. Plus il y a de lumière la nuit, moins ton corps produit de mélatonine. Au cas où tu ne le saurais pas, la mélatonine est l'hormone du sommeil du corps et elle permet à ton cerveau de déconnecter le soir venu. Donc, comme tu pourras probablement le deviner, un faible taux de mélatonine conduit à des problèmes de sommeil qui peuvent à leur tour provoquer de sérieux problèmes de santé, voire des problèmes sociaux. Une autre raison est que sur le long terme, les radiations électromagnétiques peuvent causer des migraines et des étourdissements. Si ton téléphone est juste en dessous de ton oreiller le soir, eh bien, c'est comme s'il était en contact direct avec ta tête. Et enfin et surtout, il y a eu des cas d'explosion et de feu de téléphone. Et lorsque tu recouvres ton téléphone avec un oreiller, tu augmentes les chances que cela se produise. Un téléphone chauffe quand il charge, et la chaleur peut faire chauffer le tissu de l'oreiller. Mieux vaut donc charger ton téléphone loin de toi, de ton lit et des autres personnes. De plus, est-il vraiment indispensable de garder ton téléphone sous ton oreiller quand tu dors? Ben voilà, donc désormais il faudra réfléchir par 4 fois avant de déposer son portable sous son oreiller ou même dans la poche de son pantalon. Aussi bien poche avant que poche arrière. Des habitudes, de mauvaises habitudes que nous avons presque au quotidien dans l'utilisation du téléphone pour... Finalement, il y a beaucoup de règles dans l'utilisation du téléphone. Il ne faut pas décrocher, faut décrocher, mais il ne faut pas coller à la peau, etc. Est-ce qu'on pourra respecter tout ça? Ah oui, c'est difficile. Il faut rester en main libre. Alors qu'on ne peut pas prendre tous les appels en main libre. En main libre, c'est compliqué. On peut faire l'usage aussi des écouteurs. Pourquoi pas? C'est très utile aussi. Pourquoi pas? Et ça aussi, les ORL vont vous dire, les otorino-laryngologues vont vous dire que ce n'est pas trop bon non plus, les écouteurs pour les oreilles. Bref, tout est dans la modération, comme l'a dit un médecin il n'y a pas si longtemps sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Olababagweta, pour ces tutoriels sur le net. On va poursuivre la parenthèse, on marque la pause et juste après, c'est la dernière escale de cette émission, le talk du jour, dans un instant. Annie, regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit Alafia. Alafia. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Tiens. Vous aussi, faites... Vous aussi, faites confiance au microcrédit Alafia. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit Alafia. Le crédit qui vient à vous.
Dans le talk du jour, nous pensons à ces mineurs-là qui ont subi des violences sexuelles ces derniers mois, ces dernières années, et même depuis toujours récemment, l'Institut national de la femme a fait une sortie, a organisé une conférence de presse pour annoncer des chiffres qui ont fait froid dans le dos. Nous allons revenir sur ces chiffres et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le talk du jour, on parle de la recrudescence des cas de viol sur mineurs. Et pour en parler, je suis avec, bien entendu, 3 invités. On sera peut-être rejoint par une 4e invitée sur ce plateau. Tibus Aïvo, bonjour. Aïno, pardon, pas Ivo, Aïno, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie. Vous avez aussi été professeur d'éducation civique. Oui, et de droit. Et de droit, d'accord. Et juste en face de vous, nous avons notre cher ami Fidèle Ronvou. Bonjour. Bonjour, monsieur Bruno. Bonjour, monsieur Tibus. Bonjour. Voilà, je rappelle que vous êtes psychologue et à côté de vous, nous sommes également avec madame Christelle Medaro. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour au plateau et aux téléspectateurs. Voilà, vous êtes activiste et vous êtes à fond dans la défense des droits de la femme, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, c'est important donc de vous avoir sur ce plateau. Alors, monsieur Ronvou, qu'entend-on par violence sexuelle ou cas de viol sur mineurs? Bien, la question est bien simple. Quand on parle de violence ou cas de viol sur mineurs, on va juste rappeler le concept pour dire abus, qui vient d'abuser, c'est exercer une violence sur une personne qui n'a pas besoin de cette violence. Donc, faire en sorte que un enfant qui est en âge d'être protégé par un parent se retrouve en condition d'être, par exemple, molesté, d'être caressé, d'être masturbé et d'être violé dans son espace intime, sur son corps, par une personne adulte censée le protéger. Donc, une violence, un abus sexuel sur enfant, c'est le fait de mettre un enfant dans des conditions d'inconfort en le maltraitant en vue d'avoir avec lui des intimités sexuelles, envie de profiter de lui, envie de satisfaire ses besoins sexuels, sa libido à partir de son corps. Voilà, donc une définition assez claire. Aimeriez-vous ajouter quelque chose, M. Aïno? Non, sinon que pour dire simplement que, comme il a dit, le viol, c'est un échappement au contrôle de soi, mais qui s'exerce au détriment du corps d'un mineur, dans le cas d'espèce. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui du viol sur mineur, d'une mineure qui est appelée généralement enfant du procureur. C'est ce que Autre chose à ajouter sur ce qui a été dit sur le viol sur mineur? Je voudrais dire que le viol, c'est tout acte de pénétration exercé sur une personne. Et dans le cas général, on parle de la contrainte. Alors que quand on aborde le cas des mineurs, dès le moment où l'enfant est mineur, qu'il ait donné son consentement ou pas, si vous avez un acte sexuel avec l'enfant, c'est du viol. D'accord. On va revenir sur cette définition. Vous avez évoqué quelque chose de très important, la question de la contrainte, parce que parfois, même en justice, c'est une question un peu subtile souvent. Quelle est la limite de la contrainte et du consentement? Ça pose souvent débat, parfois même en justice. Vous voyez le coupable ou l'accusé se défendre et prouver par 1000 manières qu'il y avait consentement. Alors récemment, comme je le disais, l'Institut national de la femme a donné des chiffres qui font vraiment froid dans le dos. 156, c'était le nombre de plaintes enregistrées depuis septembre 2021. Donc en un an, nous avons eu 156 plaintes. Alors il faut dire qu'il y a eu 18 cas de viol sur mineurs, 8 cas de viol sur majeurs, 23 violences physiques et psychologiques, 5 violences psycholiques, voilà, et domestiques, 20 violences patrimoniales, 3 cas d'enlèvement et de séquestration et 25 refus de payer la pension alimentaire. Voilà quelques chiffres qui n'honorent pas forcément notre société en un an. Et à ces chiffres, on pourrait ajouter voilà, ces plaintes-là qui sont restées noyées dans des considérations purement sociologiques,
de notre culture africaine, la honte d'être stigmatisé dans la société, la honte d'être indexé demain comme femme violée. Et je pense même que ces cas-là non déclarés dépassent souvent les cas déclarés. Ça reste aussi une plaie de notre société. Justement, et la fois dernière, quelqu'un parlait de la culture. C'est aussi, le viol est aussi un fait culturel. Ça a ses origines dans notre culture. Et c'est là aujourd'hui qu'il faut aussi stigmatiser certaines tares de notre culture. Quelle est la philosophie que nous avons du corps de la femme? Vous avez bien fait de dire qu'il y a des cas de viol qu'on n'a pas déclarés, que les gens n'oseront pas déclarer. Quand on parle par exemple de mariage forcé, je n'ai pas dit mariage traditionnel. Quand on parle de mariage forcé, qui est encore en cours dans beaucoup de nos régions du Bénin, mais c'est un viol. Je ne parle pas du mariage traditionnel. Et est-ce que, à partir de ces données-là que nous avons, est-ce qu'il y a un observatoire pour identifier les profils de ces violeurs-là? Parce qu'il y a des profils, il y a des facteurs favorisants. Donc je dis que ces chiffres-là, c'est un chiffre qui ne rend pas compte forcément de l'ampleur. Si déjà à 556, on dit que ça prend de l'ampleur, si après nous entendons que c'est 1000 cas. Mais dans nos sociétés, dans nos villages, il y a ces cas-là. Ça coule les rues. Ça coule les rues. Et comme aujourd'hui, nous venons de parler du portable, où on a vu une fille qui a été violée dans ce pays, et puis on a avancé sa photo sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé quel est l'avenir qu'on prépare à cette fille-là, qu'on a violée et dont on a exposé la photo sur les réseaux sociaux. Donc tout cela fait que les gens préfèrent garder pour eux, gérer, n'est-ce pas, en catimini, pour ne pas avoir affaire avec les médias, pour ne pas avoir affaire à se promener partout pour ça. Donc je dis que les causes sont multiples. Et si on se contente de faire la comptabilité et sans chercher à prévenir, alors là, le chiffre ira crescendo, le phénomène, ce n'est pas pour demain que ça va prendre fin. Voilà, on devait avoir avec nous les autorités de l'Institut national de la femme. Malheureusement, la secrétaire exécutive a été empêchée à la dernière minute. Elle ne pourra pas être sur ce plateau. Néanmoins, on va mener le débat. Alors, qu'est-ce qui fait, monsieur Ronvou, que malgré les punitions légales qui sont mises en place, on va dire quoi, la répression vis-à-vis du viol, qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, il continue pas à avoir des cas de viol? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là qui s'en prennent aux enfants innocents qui ne savent pas trop ce qui leur arrive? Merci. Je crois que la question est la bienvenue parce que on ne peut pas traiter des cas de viol sans s'occuper des abuseurs. Qui parle d'abus et qui parle d'abus sexuels, parle en même temps d'abuseurs et de victimes. Qui sont les abuseurs? Les abuseurs viennent d'où? Monsieur Tibius, tout à l'heure, pointait du doigt la culture, notre société, notre sociologie, nos milieux familiaux, l'environnement qui voit l'enfant naître, qui l'élève et qui fait de lui un homme. Dans ce type d'environnement, donc, nous arrivons à avoir des enfants ou des êtres ou des hommes qui sont bâtis, mais qui n'ont pas eu tous les éléments lors de leur développement psychologique, lors de leur construction de la personnalité. Et finalement, il y a beaucoup d'auteurs, dont Van Dien, qui arrivent à finaliser pour dire que l'abuseur peut être un passif dépendant. Comme l'abuseur peut être un passif dévorant. Un passif dépendant, c'est un individu qui a grandi dans un environnement où il n'a pas eu toute l'affection maternelle qu'il faut, qui a fini par connaître un mauvais développement psychosexuel depuis qu'il était enfant. Il va arriver à une immaturité infantile, il aura une immaturité sexuelle, psychosexuelle. Il va vivre en sorte de ne pas pouvoir affronter la réalité sexuelle, de ne pas pouvoir exprimer ses désirs sexuels et assumer sa responsabilité sexuelle. Donc, il guettera des situations où il a la possibilité de facilement avoir une proie qui lui permet de rejoindre sa propre sexualité infantile. Donc, il y a des individus de ce type. On peut ranger dans cette même catégorie ceux qui font des pathologies, ceux qui sont des psychopathes. Donc, un abuseur de type psychopathique, c'est un abuseur qui ne considère pas la victime comme une victime. Il s'agit d'une proie, il s'agit d'un objet pour atteindre un objectif.
qui n'est que la libido. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, en dehors des reprimandes, même au-delà des reprimandes, des punitions, il y a l'individu et son fonctionnement interne. Il y a sa psychologie. Il y a le suivi de l'individu abuseur. Très tôt, nous avons parlé longtemps de la victime. On a pris soin de la victime. Mais on a juste pris soin de punir, de sanctionner l'abuseur. Et il peut y avoir récidive simplement parce que l'abuseur n'a pas été pris en charge. Nous sommes donc face à une question où il faut non seulement chercher à suivre, à mettre les précautions, à prévenir, à prendre en charge les victimes d'abus sexuels qui sont les enfants, mais à chercher à identifier, à savoir identifier les abuseurs et à pouvoir prendre en charge également les abuseurs qui ont besoin d'être soignés dans tout ce processus-là. Pas les débarquer, les enfermer. Donc, l'abus sexuel, oui, sanctionné. Oui, on fait tout ce qu'il faut pour que ce soit sanctionné, mais il faut savoir que l'abuseur est façonné, fabriqué par notre société. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de circonstances qui concourent à cela. Les familles monoparentales, avec l'absence des parents, ou la démission, ou même des enfants qui ont été martyrisés en tant que garçons, qui ont été maltraités, finissent par trouver comme une sorte de transfert de ce qu'ils ont vécu. On dit tout abusé devient abuseur. Donc si très tôt dans un environnement, on n'a pas eu la présence d'esprit et on a mené un enfant dans des situations qui l'ont contraint à subir des choses dont personne ne parlait. Après, il devient révolté. Il attend son tour pour prendre la revanche. Il y a des enfants qui ont été défavorisés. Je ne vais pas nommer des cas, il y a des enfants qui ont été défavorisés dans un environnement familial où tout le monde réussit, où on valorise tout le monde, mais eux, ils sont toujours à la traîne. J'ai eu un cas où quelqu'un était à la traîne, où il ne réussissait pas à l'école. C'est toujours de lui qu'on parle mal. Les autres ont réussi. Et maintenant, on ne sait pas comment ça s'est passé, et il guette les enfants des autres, de ses frères, pour tenter, pour les abuser de ces petites filles, de ces fillettes-là. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, il a été frustré et il vit un type de sexualité régressée. Il va et il prend sa revanche juste pour réclamer quelque chose. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement. On va y revenir. Quel est votre avis sur la question? Vous l'avez écouté, je vous ai senti à des moments donnés avoir le besoin de réagir. Donc, je vous laisse réagir. Je voudrais commencer par dire que je ne sais pas vraiment s'il faut qu'on parle de recrudescence, parce que déjà, les chiffres de l'INF sont les chiffres de l'INF. On n'a pas ajouté les chiffres des autres organisations. Donc, ça veut dire qu'on est encore très loin du nombre de cas de viol exact. Mais au-delà de ça, on a de plus en plus de témoignages des femmes d'un certain âge qui affirment avoir été violées quand elles étaient petites. Donc, on était dans une société où c'était difficile de parler de sexe, à plus forte raison de viol. Et on remarque que par le passé, les parents ne voulant pas subir la honte d'avoir une fille qui a été violée, essayaient si souvent de régler les cas de viol à l'amiable. Oui. Et ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. C'est très difficile pour les parents dans nos communautés de pouvoir porter l'affaire en justice parce que justement, on est toujours proche de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, et étant donné aussi que la grande majorité des cas de viol provient des personnes de la même famille que les victimes, surtout au niveau des enfants. Et en général, les enfants, lorsqu'il n'y a pas encore de grands dégâts, c'est-à-dire de grands dégâts physiques, les enfants n'arrivent pas à exprimer cela. Et ils n'ont d'ailleurs pas le vocabulaire. Je ne sais pas quelle langue vous parlez, mais je me demande si vous savez comment on dit viol en votre langue. Donc, le fait que les enfants n'aient pas vraiment le vocabulaire pour en parler, que les parents ne soient pas disposés, fait qu'il y a énormément de cas dont on n'en parle pas, d'agression. Et c'est en grandissant des années plus tard que les enfants se rendent compte que mon tonton me faisait tel, en fait, mais ce n'était pas correct. Et donc, on grandit sans savoir que ce n'était pas du tout correct ce qu'on a subi. Et pour certains, ayant déjà subi ça en famille, ça devient quelque chose de je ne sais pas s'il faut dire de normal, mais
Quand ça leur arrive aussi, en dehors du cercle familial, c'est comme... c'est acceptable. C'est acceptable. Donc, pour moi, on ne peut pas, je ne peux pas parler de recrudescence. Je pense que c'est un phénomène qui existe depuis toujours et donc, heureusement, peut-être on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Donc, la première des choses, et moi j'insiste, il faut s'occuper des victimes. Et en ce qui concerne les violeurs, je suis d'accord avec le principe qu'un abuseur peut finir par abuser d'autres personnes. Mais quand on regarde correctement le schéma, on se rend compte que peu importe le nombre d'abuseurs que la société a produit, on a rarement des cas de viol d'un abuseur sur sa maman, par exemple. Donc, ça veut dire que la société a fait en sorte que, quoi qu'on en dise, dans son éducation, il connaît quand même les limites. Donc, c'est quelqu'un qui peut tâter les limites et les reconnaître. Et la raison pour laquelle les abuseurs font souvent focus sur les enfants, c'est que ce sont des prédateurs. Donc, ils ont besoin de personnes qui peuvent, comment dire, qui peuvent manipuler, contrôler. Et les enfants sont la cible parfaite parce que déjà, quand l'enfant n'arrive pas à s'exprimer, c'est qu'il sait qu'il ne dira rien. Il sait qu'il aura du mal à le dire. Il possède peut-être pas de petits cadeaux parce qu'il sait que l'enfant aime, ou alors ça va être carrément la terreur. Donc, dans le processus, je pense que il faut revoir carrément au niveau des enfants l'éducation qu'on choisit de leur donner. Il faut de plus en plus aujourd'hui qu'on choisisse de parler de la, je sais pas s'il faut dire de la sexualité, de manière générale déjà avec les enfants. Il faut pouvoir dire aux enfants, ton sexe c'est pour uriner, on ne fait rien d'autre avec ça. Si quelqu'un fait quelque chose d'autre, il faut informer le parent, la mère ou le tuteur de l'enfant. C'est extrêmement important. Après, au niveau des violeurs, je pense que la répression n'est pas encore effective. Pour ma part, quand on finit de faire le point, il reste encore énormément à faire du côté de la justice. On doit définitivement arrêter les questions de règlement à l'amiable quand il s'agit de la justice. Et on souhaite que la justice soit de plus en plus dynamique sur ces questions-là, que des affaires de viol ne traînent pas pendant des années parce que c'est extrêmement épuisant pour les victimes. Quand tu finis de faire le point, que tu regardes en face, tu n'as pas envie d'aller à la justice parce que tu te dis ça va durer des années, alors que tu as envie de passer à autre chose. Merci. D'accord. Alors, je pense qu'il y a un aspect qui a été évoqué par Mme Medaro qui évoquait que le fait que parfois, ou très souvent d'ailleurs, les violeurs de mineurs sont parfois, et très souvent même, proviennent de la même famille. Et donc, en tant que parent, ça ramène la question qu'on a évoquée il y a quelques jours d'ailleurs, éduquer les enfants avec ou sans tabou. Parce que parfois, il y a des tontons, je mets tonton entre griffes comme ça, qui développent des relations avec nos enfants, des relations un peu poussées parfois à notre insu, alors que beaucoup de choses se passent. Il est considéré comme un grand frère de la maison, qui fréquente la maison, qui joue avec les enfants. Mais en réalité, c'est un prédateur qui est là, qui fréquente votre maison à votre insu simplement. Et des choses se passent. Oui, justement, c'est une question très intéressante qu'elle a évoquée. Mais la question qui me revient, c'est de savoir si de plus en plus le sexe demeure sacré. Elle a évoqué la question de l'éducation. Quel est le comportement que les parents, les mamans ont par rapport à la pudeur dans les maisons? Dans notre société aujourd'hui, je crois qu'on a instrumentalisé le sexe. Oui. On a instrumentalisé le sexe. Regardez dans les films, regardez dans les clips et autres. C'est les femmes qui sont exposées. Je crois qu'il faut contextualiser. Sinon, le viol s'en va. Je suis d'accord. Aujourd'hui, elle a évoqué la question, il faut éduquer. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont celles qui éduquent. Vous avez aujourd'hui des comportements vestimentaires qui sont des comportements, excusez-moi, du peu désinvoltes. Et il a été clair, quand on voit le profil de ceux qui violent, c'est des gens qui ont des comptes à régler avec leur passé. Il ne faudrait pas que vos enfants soient quand même des victimes de cela. Il faudrait aider les enfants à gérer la question de pudeur. Et c'est des gens pas malades, mais c'est des gens qui ont un passé douloureux que la société a fabriqué. C'est la société. Le viol, les causes du viol au Bénin ne sont pas les causes du viol en France, ne sont pas non, nous avons des causes, des crimes, ces crimes-là ont leurs causes. Il faut analyser. Voilà. C'est-à-dire que celui qui viole
Hein, celui qui, j'ai dit tout à l'heure que la violence, le viol, c'est un échappement au contrôle. Il échappe au contrôle, il n'a pas la maîtrise de lui, c'est un faible. C'est un faible parce qu'il se voit à un moment donné marginalisé. Il faut bien qu'il assouvisse son désir. Et il voit une petite fille, n'est-ce pas? Il se jette là-dessus. Comme elle a si bien dit, c'est-à-dire quoi? Il touche ce parti intime de la fille. Il sait qu'elle n'a même pas les mots pour décrire ce qui lui arrive. Voilà, pour décrire ce qui lui arrive. Maintenant, à un moment donné, puisqu'on a dit que les cas de viol, on ne les connaît pas, il y en a suffisamment. Oui. À un moment donné, la fille, la petite même se laisse faire. Se laisse faire. Et elle, comme elle a dit, sur le plan juridique, quand c'est une mineure, on n'a pas besoin du consentement ou non. C'est quand la fille est majeure qu'il faut discuter pour savoir si elle est consentante. Parce que en matière de viol, sur majeur, c'est difficile à savoir, à parler de viol. C'est difficile, il faut vraiment analyser. Quelqu'un qui quitte à papa, qui prend le pont, qui vient dans une chambre de passage. Si elle ne sait pas là où on l'amène. Donc, sur le plan judiciaire, c'est difficile à identifier. Mais quand il s'agit des mineurs, c'est très facile. Elle est mineure, elle n'est pas encore capable de délibérer. On ne peut pas avoir des rapports. Donc, je dis que il y a plusieurs facteurs favorisants dans la société. Il faut tabler sur ça. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il faut un observatoire. Il faut un observatoire de lutte contre le viol. Et l'Institut, pour moi, l'Institut national de la femme devrait aller plus loin pour analyser. Parce que le rapport que l'on a vis-à-vis de la femme, est tributaire aussi de certaines conceptions sociologiques. Et on est plus produit de son temps que de ses parents. On est plus produit de la société que l'homme est un être éminemment culturel. Quoi que nous disons aujourd'hui, si nous ne travaillons pas sur un rapport culturel, ça ira croissant. Vous avez voulu réagir sur les propos de M. Aïno? Oui, vous n'êtes pas d'accord sur un aspect? Oui, ça me plaît beaucoup de réagir sur la question de l'habillement. Bon, étant donné qu'on est en train de parler du viol des enfants, je pense que cette question-là, elle ne se pose pas forcément parce qu'on parle des enfants. Et même au niveau des adultes, nous, on estime que, étant donné qu'il y a des cas de viol, autant dans les pays où les femmes sont carrément dans la burqa, la question du viol ne peut pas être réduite à l'habillement d'une personne. Et la plupart des personnes des victimes qui se retrouvent à être violées, ça n'a pas à voir avec l'habillement. Donc, oui, c'est important de le dire. Ça n'a pas à voir avec l'habillement. Lorsque vous êtes à la maison et qu'un membre de votre famille finit par vous violer, ça n'a pas à voir avec l'habillement. Il a sa cible, il a son objectif et il va tout faire pour l'atteindre. Que vous soyez habillé de la tête aux pieds, qu'on vous mette un voile ou tout ce qu'on veut. Il y a des cas de viol autant dans les milieux où on s'habille comme on veut que dans les milieux où l'habillement est très réglementé. Au-delà de ça, la question de... Je suis d'accord avec monsieur que dans notre génération, le sexe a été libéralisé. Et la question que j'ai bien envie de poser, c'est si le sexe a été libéralisé, ça veut dire qu'on va au rapport sexuel quand on veut. On ne s'impose pas des limites. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de demander à l'autre de consentir au rapport sexuel. Si on est d'accord que les filles de la génération... Même dans la demande, parfois, on en vient à parler d'harcèlement. Si on est d'accord que les filles de notre génération vont au sexe de manière désinvolte, pourquoi est-ce qu'on se demande aussi aujourd'hui encore pourquoi est-ce qu'il y a l'explosion des cas de viol? Ça veut dire que vous avez le sexe à portée de main. Il vous suffit de demander. Et vous avez tous les profils dans la société. Il vous suffit de demander. C'est important qu'on le dise. Pour moi, le fait qu'il y ait une libération autour de la sexualité ne peut pas être la raison pour laquelle... il y a des cas de viol. Pour vous, ça devrait plutôt résoudre le problème de viol parce qu'on peut consentir, on peut aller à la négociation. Je comprendrais que si on vous demande d'aller à une lutte avec vos camarades garçons avant d'avoir une femme, vous soyez dans une situation de ne pas pouvoir contrôler votre sexualité jusqu'à aller violer. Mais on ne vous demande plus de lutter. Mais il y a tellement de profils que vous devez pouvoir en trouver une qui est consentante. Et je veux rapidement qu'on essaye d'équilibrer en parlant de la question du viol des garçons, parce que depuis on n'en parle pas alors que ça existe. Et pour équilibrer le débat, de plus en plus, quand on parle de la question du
du viol, on parle surtout des filles, alors que les garçons aussi le subissent. Et ça, on en parle moins parce que les hommes dans la société sont eux-mêmes en train de tout le temps rire lorsqu'un homme parle de viol. Il faut que ce comportement-là cesse. Parce que du moment où quelqu'un se sent... Ou ils banalisent, ou voilà, parfois que c'était plutôt profitable pour le lui banaliser. Et quand on en arrive là, après, ils se plaignent du fait qu'on se préoccupe plus du cas des femmes que des hommes. Alors que la réaction qu'ils ont dès qu'un des leurs se met à se plaindre d'une situation de violence, ça ne permet pas de prendre au sérieux la question du viol chez les garçons. D'accord. Oui, vous allez réagir dans un instant. On va donner la parole au psychologue qui va apporter sa touche. On a encore 12 minutes. Hein, donc, je crois qu'on évolue dans la question. C'est vrai, il faut reconnaître que pour de pareilles questions, le temps ne suffit toujours pas. Mais on évolue dans la question, mais on semble oublier certains pans. Je crois que M. Tibus parlait de la culture. Et quand on parle de culture, on parle de socialisation. Et quand on parle de socialisation, on dit que la société formante, la société façonne. En dehors de cela, il y a l'aspect psychologique sur lequel je reviens pour dire, quand on parle, on dit, c'est qui l'abuseur? C'est qui la victime? C'est très important de faire le lien. Autrement, nous irons très loin en parlant de tout. L'abuseur, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas des éléments qui lui permettent d'identifier sa proie? Et parmi les éléments qui lui permettent d'identifier sa proie, est-ce qu'il n'y a pas la posture de la victime? C'est ça. Comment la victime se présente? Donc, je crois que Madame Medaro a commencé à indiquer quelques rémédiations, quelques résolutions à la situation. Il faut suffisamment informer sur qui? Sur celui qu'on appelle abuseur. On informe et on parle beaucoup de la victime. Si vous voulez arrêter des voleurs dans votre environnement, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à savoir quels sont les profils de voleurs. Comment on identifie un voleur? Donc, il faut informer sur c'est qui un abuseur. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est souvent des gens très proches de nous. C'est souvent un cousin que personne ne pouvait soupçonner. C'est souvent quelqu'un qui est dans un environnement. Si nous ne connaissons pas l'abuseur, nous allons lutter contre l'abus sexuel de quelle façon? Donc, premièrement, connaître les différents profils d'abuseurs. Il y a des abuseurs qui sont des abuseurs qui vivent une pathologie. Eux, c'est des gens... ce n'est pas psychologique, la maladie mentale, ça peut provenir du social. Mais il y a des abuseurs qui ont des retards dans leur fonctionnement, des retards mentaux. Et quelle que soit la situation, ils iront vers ce niveau-là. Il faut que les parents arrivent à identifier cet individu à tel comportement pour savoir mieux protéger. Il faut informer suffisamment l'enfant. Alors, commencer à en parler. Dans l'éducation sexuelle, il faut effectivement parler sans tabou du sexe, mais informer suffisamment l'enfant sur des individus de cet acabit-là. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'on peut l'agresser, on peut l'amadouer, on peut le conduire, ça peut être par manipulation. Il peut avoir des amis qui le conduisent là. Il faut l'informer, mais il faut suffisamment informer sur l'abuseur. Je suis entièrement d'accord qu'il faut prendre vraiment en charge les victimes. Les victimes d'abus ont vraiment besoin d'être prises en charge parce que c'est encore un cercle vicieux qui naît quand une fille victime d'abus n'a pas été prise en charge ou a été mal prise en charge, surtout au niveau psychologique. Mais en même temps, il faut savoir, comme elle a dit tantôt, qu'il y a des garçons qui subissent des abus. Et loin de ce que nous sommes en train de dire, ils peuvent devenir des abuseurs. Tous ceux qu'on nomme comme abuseurs potentiels aujourd'hui sont des garçons peut-être qui ont subi des abus dans leur environnement proche. On a découvert le phénomène des auxiliaires de maison qui abusent de jeunes garçons, qui leur imposent des actes inappropriés à leur intimité. Et ceux-là découvrent de façon précoce ainsi le sexe et essaient de faire revivre ce qu'ils ont vécu sur leurs proches. Et quand on parle de proches, on a parlé d'abus de personnes adultes. Et il peut y avoir d'autres abus entre frères. Vous voyez, un frère qui a juste 20 ans, juste 18 ans, qui agit sur ses propres sœurs dans un environnement familial où on ne soupçonne même pas ces choses-là. Donc, abus, oui. Abus sexuels, ça existe dans notre société.
elle a évoqué qu'il ne faut pas parler de recrudescence, oui, parce que c'est un phénomène qui date de très longtemps. Vous avez évoqué tout à l'heure que ce phénomène est pratiquement enterré, on dit le linge sale se lave en famille, oui. Il faut protéger l'aîné qui n'a pas pu se maîtriser, et ainsi de suite. Et quand on parle de dénoncer, il faut pouvoir dénoncer pour savoir punir. Mais comment dénoncer si toujours dans notre environnement, on veut protéger un adulte? L'image de la famille. Vous imaginez un père qui fait subir à ses filles de l'abus sexuel et qu'on découvre. On découvre des années plus tard parce que ça a été toujours couvert. Toujours couvert. Et vous voulez que ces filles-là fonctionnent comment? Donc, il faut non seulement informer, beaucoup informer, partout au Bénin, dans toutes les zones, sur ce qu'on appelle abus sexuel. Il faut informer sur le profil de l'abuseur, qui n'est pas quelqu'un de très éloigné. Il faut prendre en charge la victime, mais surtout informer. Informer simplement permet de guérir. Vous pouvez avoir quelqu'un à côté de vous qui abuse tous les jours. Vous ne l'avez pas dénoncé, mais vous informez celle qui est victime que tel comportement a. La personne commence à prendre des précautions. D'accord. Merci. Alors, monsieur Aïdon, vous avez voulu réagir? Non. Je voudrais dire à madame que le viol, c'est un problème complexe. Il ne faut pas l'aborder de façon parcellaire. C'est un problème très complexe. Et j'insiste sur le comportement vestimentaire. Et je n'ai pas d'expérience. Je connais une fille qui a été facilement... Parce que vous parlez des victimes. Il faut éviter qu'il y ait des victimes. Il faut éviter qu'il y ait des victimes. Moi, en 2001, j'étais dans une classe, je m'approchais d'une fille. Chaque fois que je m'approche de la fille tique. Je dis, mais je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je suis venu à la salle des projets. Elle a été abusée. Elle a connu des services dans le même collège, organisés par un de ses camarades au 2e étage. Il faut, avant, c'est-à-dire que nous sommes dans ce qui m'énerve, nous sommes dans une société où, quand les choses arrivent, on commence par pleurer. Mais c'est déjà fait pour la fille. Si ça vous arrive, vous êtes marqué à vie. Et combien de psychologues, combien de cabinets, comme dans les pays occidentaux, nous avons pour faire face à... Vous parlez de prendre en charge les victimes. Comment on prend en charge les victimes au Bénin? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Je parle sous le contrôle pour aujourd'hui avoir un cabinet de psychologues, un professeur d'université, là, il faut près d'1 milliard. Ce n'est pas facile. Il faut éviter qu'on en arrive là. J'ai deux cas. La première fille a réussi rapidement à se faire violer parce qu'elle était mal habillée. La deuxième a réussi à fuir parce qu'elle était en jean. Quand vous sortez de vos maisons, sachez que quelque chose de mal peut vous arriver. Indépendamment de ça, sachez que vous pouvez tomber sur une voie publique. Je ne m'amuse pas avec les questions de la protection de son intimité parce que ces gens-là, ce sont des dangers. Je le dis, je n'ai pas dit que c'est ça uniquement. Je dis que c'est une question complexe. Vous voyez, j'ai eu à demander à des filles de ne plus se laver, parce que là, plus se laver dans la douche de l'heure, parce que simplement, c'est le papa même qui tourne autour. C'est le papa même qui tourne autour. Et de ces cas-là, on en a suffisamment dans la société. C'est son oncle chez qui elle passe à midi qui souffre. Donc je dis que c'est une question qu'il faut prendre. Allons plutôt dans la prévention. C'est-à-dire quoi? Organisons la prévention dans la société. Vous avez parlé souvent des gens qui sont familiers. Ce n'est pas toujours évident. Vous avez aujourd'hui les maisons closes là, c'est-à-dire de maçons là, mais écoutez, qui sont dans le cas, qui ne sont pas forcément proches. La fille vient vendre. Les mineurs qu'on expose dans la vente des produits. Mais nous sommes au Bénin, les mineurs, on les envoie vendre à 10 ans, à 9 ans. Et qui vont rencontrer des prédateurs. Vous en parlez. Non, je crois que c'est un dossier. On peut revenir là-dessus. On ne peut pas en parler ici. D'accord. Vous êtes maman, mettez votre enfant à l'école. Malgré la scolarisation gratuite au primaire, combien de parents vous avez dans les fonds des filles? Je suis d'accord. Il faut prévenir parce que quand ça vous arrive une fois, vous êtes marqué à vie. Et vous parlez de la prise en charge des victimes, ça coûte cher. Et les centres sociaux au Bénin, combien sont formés pour prendre en charge ces victimes-là? Si déjà les gens ne sont pas formés pour savoir comment gérer un malade, une fille qui a été violée, je préfère qu'on n'en arrive pas là. Il faut informer suffisamment, mais il faut demander aux filles de ne pas avoir des comportements favorisants. De ne pas avoir des comportements favorisants. Ça aussi, n'éliminez pas le côté là. Si vous éliminez le côté là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que c'est complexe. On a 3 minutes, donc vous aurez chacun 1 minute pour conclure. Monsieur Angoudao dit que, en fait, autant l'abuseur est identifiable, autant la victime est identifiable. Vous savez, il y a un lien comme entre la limaille de fer et les mâts, entre la victime et l'abuseur. Ça veut dire que la victime
présentent toujours des comportements favorables. En le sachant ou en ne le sachant pas. Consciemment ou inconsciemment, comme on dit. Donc, il faut effectivement éduquer la fille à se protéger. Dans notre société, on éduque la fille à se protéger. On ne dit pas à la fille à s'habiller de la même manière que le garçon. Donc, c'est important, cette question d'habillement qui... Maintenant, pour les abuseurs, c'est vrai que ce n'est pas toujours dans l'environnement familial du moins. Il y a... Un abuseur peut venir de partout. Je vais finir par la question de la prise en charge. Et je rassure M. Tibus que la prise en charge existe et continue déjà à Cotonou, au Bénin. La prise en charge d'une victime d'abus sexuels se fait au Bénin. Il y a tellement d'appareils psychologiques, tellement d'environnements psychologiques, tellement de psychologues aujourd'hui. De l'implication financière. Oui, l'implication financière, ça ne va pas manquer, mais déjà, connaissent les cabinets. Il faut bien la consultation. Il faut bien vous rassurer que la prise en charge existe. L'État. Je ne parle pas des cabinets privés. L'État. Oui, l'État, les centres sociaux. Quelles sont les dispositions, les centres sociaux? Je crois que ça évolue. Et avec ce qu'on vient d'ajouter aujourd'hui, de tout ce qu'on vient de discuter et précisément de l'information, on aura beaucoup à gagner si on informe et si on protège, on éduque. Ça veut dire que l'abus sexuel revient toujours à une question majeure qu'on nomme et qu'on ne cessera jamais de nommer, c'est l'éducation sexuelle de la fille et du garçon à la fois. Et pour l'éveiller à tout ce qu'il attend. Merci beaucoup. C'est bien vaste. 30 secondes, le temps est vraiment passé. Oui, enfin, je voudrais revenir sur la question des comportements favorisants. Très rapidement. Oui. J'insiste pour dire que la victime reste la victime. L'auteur du viol, c'est le violeur. Et il faut éduquer les enfants, autant les garçons que les filles, à une sexualité responsable. Au-delà de ça, les questions d'habillement ou tout autre motif qu'on peut trouver chez la victime ne fait que renforcer chez les violeurs je ne sais pas, une certaine assurance que de toute façon, elle s'est mise dans les dispositions. Voilà. Et donc, moi, j'insiste pour dire, il n'y a pas au niveau des victimes des dispositions. Surtout quand on parle des enfants, il n'y a pas de question d'habillement qui tienne. L'enfant est victime. Les parents, la société les parents et la société doivent s'assurer que les enfants sont protégés. Ce n'est pas aux enfants de commencer à devoir se mettre dans des conditions ou des situations de celui qui va sur un ring tous les matins quand ils sortent. Les enfants doivent pouvoir vivre librement leur vie. Et c'est de la responsabilité de la société de les protéger. Merci beaucoup à vous, Madame Medaro Christelle. Merci également à vous, Fidèle Honvou, et à vous, Monsieur Tibus Aïnon, d'avoir participé à ce débat sur, on va dire, ce comportement dans notre société, les cas de viol. On a eu récemment des chiffres, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a certainement beaucoup de cas qui ne sont pas déclarés. Beaucoup de choses se passent dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos maisons même, mais souvent dans le grand silence pour des raisons de convenance sociale. On veut protéger l'image de la famille et on refuse de faire des dénonciations et c'est bien grave pour notre société. J'espère qu'on a pu aborder l'essentiel. Le temps n'a pas suffi vraiment et le temps n'aurait jamais suffi d'aborder cette question épineuse de notre société. On va rendre l'antenne et on va se retrouver déjà demain à partir de 7h pour un autre numéro de La Parenthèse. Passez une bonne journée et surtout un bon début de semaine.